Ce qui est fait. Donc, dans les autres manifestations émotionnelles et physiques, on va retrouver un troisième type de manifestations qui sont des manifestations cognitives. Ce qu'on entend par cognitif, c'est sur des différents processus. Alors, ça peut être des processus cognitifs, on va dire, de bas grade, comme la mémoire, la concentration, qui peuvent être perturbés. Et puis aussi sur le contenu des pensées. Et on va retrouver certains contenus de pensée qui vont être présents très fréquemment, avec un pessimisme, une perte de l'estime de soi, une façon de penser aussi qui est particulière. Je parlais tout à l'heure d'un ralentissement, mais ça peut être aussi le fait que les pensées tournent en boucle et vont se focaliser finalement sur des sujets relativement restreints. On appelle ça des ruminations. Et puis aussi, il y a un type de pensée qui va être associé avec cette perte d'espoir, ces ruminations, ce pessimisme, qui sont les cognitions suicidaires, où la personne peut avoir l'impression que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, que les problématiques qu'elle rencontre sont insolubles, ou ensuite, dans une gradation, penser qu'il vaut mieux se donner la mort, voire acter, et c'est l'un des grands risques d'un syndrome dépressif, c'est effectivement le risque suicidaire, et il y a, je reviendrai dessus tout à l'heure, un risque réel, c'est des maladies qui tuent. Alors, les syndromes dépressifs tuent par rapport au risque suicidaire, mais tuent aussi par les aspects physiques que j'évoquais tout à l'heure. Quand on est extrêmement ralenti, quand on ne s'alimente plus, on présente des complications. Et j'ai évoqué que j'étais responsable de l'unité d'hospitalisation. Enfin, j'accueille particulièrement des personnes qui présentent des syndromes dépressifs très, très sévères. La dépression tue aussi par ces manifestations d'incapacité à manger, d'incapacité à se mouvoir. Donc, ce n'est pas une maladie grave que par le risque suicidaire, mais c'est une maladie qui affecte aussi le quotidien dans une intensité qui peut parfois être gravissime. Alors, ce syndrome dépressif, donc, qui est l'association d'au moins 5 des manifestations que j'ai évoquées, peut être, comme j'ai commencé à en parler, d'une intensité variable. Ça peut être une intensité gravissime, comme on peut parfois le voir, mais ça peut être parfois d'une intensité moins intense, voire légère. Là, je parle bien malgré tout d'un syndrome caractérisé, et c'est une appellation que vous entendez peut-être parfois, un épisode dépressif caractérisé. Le terme caractérisé veut dire qu'on retrouve le syndrome de façon complète, c'est-à-dire 5 symptômes qui se maintiennent dans le temps. Mais néanmoins, ils peuvent être parfois d'une intensité légère. Et puis, il y a un autre aspect, comme j'ai commencé à l'évoquer, c'est la question de la durée. La durée, finalement, du syndrome dépressif. Et on peut trouver différentes présentations évolutives de ces syndromes dépressifs qui vont d'un extrême de quelques jours à une chronicité, c'est-à-dire un syndrome dépressif qui va se maintenir dans le temps jusqu'à ce qu'on trouve une solution thérapeutique qui le permette de s'arrêter, mais sans solution thérapeutique qui pourra persister, j'allais dire, quasiment indéfiniment si on ne propose pas d'intervention thérapeutique efficace. Alors, par rapport, du coup, à l'ensemble de ces manifestations, et peut-être toucher du doigt que du coup, les présentations d'un état dépressif, d'un syndrome dépressif, d'une personne à l'autre, ou pour une même personne au cours de sa vie, à différents moments, peut être extrêmement variées, extrêmement différentes. Ça a beaucoup interrogé en médecine pour savoir si finalement ces différentes présentations pouvaient correspondre à différentes maladies. Encore une fois, un syndrome n'est pas une maladie, c'est un état et qui peut correspondre à différentes maladies. Ça a beaucoup interrogé en médecine depuis plusieurs siècles finalement. Et si on a retrouvé, et c'est des notions qui sont presque passées, je dirais, dans le langage courant, si on a eu l'impression à certains moments de l'histoire que certaines entités étaient des entités bien différenciées, bien séparées finalement du reste des syndromes dépressifs, comme le spleen, c'est un terme qu'on connaît, ça correspond à une description qui remonte au début du siècle, comme les dépressions réactionnelles ou comme les dépressions endogènes. Toutes ces propositions de syndrome dépressif, d'entités cliniques un peu différentes, finalement, n'ont pas résisté à l'avancée des connaissances et de la compréhension des syndromes dépressifs. Et aujourd'hui, n'ont plus de pertinence d'un point de vue médical pour comprendre à quoi correspond finalement ce syndrome dépressif et pour en proposer des soins thérapeutiques. Alors, il y a une toute petite exception à ça, puisque certaines formes, certaines caractéristiques, certaines manifestations de dépression ont quand même une certaine importance. C'est ce qu'on appelle
les dépressions mélancoliques. Maintenant, on va parler de caractéristiques mélancoliques, où il y a une tonalité particulière du moral, il y a des cognitions, c'est-à-dire des pensées bien particulières, et notamment des idées d'incurabilité. Les personnes sont intimement convaincues qu'il n'y a aucune possibilité de pouvoir aller mieux un jour, que ce soit à travers des soins ou à travers d'autres possibilités. Et cette forme particulière de dépression, elle reste, même si elle ne correspond pas d'un point de vue étiologique, c'est-à-dire d'un point de vue de l'origine du syndrome dépressif à une entité consensuelle, elle reste quand même d'actualité parce que d'un point de vue thérapeutique, elle a des implications sur lesquelles je reviendrai au cours de ma présentation. Aujourd'hui, finalement, d'un point de vue médical en tout cas, le questionnement se fait vraiment sur l'origine du syndrome dépressif, à savoir finalement quelle est la maladie qui est sous-jacente au syndrome dépressif que présente la personne, pour pouvoir adapter les soins qu'on va proposer. Car, alors je ne l'ai pas encore dit, il n'y a pas que des maladies psychiatriques qui peuvent provoquer des syndromes dépressifs. Un grand nombre de pathologies peuvent provoquer des états de dépression pour lesquels même un psychiatre aguerri n'arrivera pas cliniquement, c'est-à-dire en examinant la personne, à faire la différence entre un syndrome dépressif lié par exemple à une maladie de la thyroïde et un syndrome dépressif lié à une maladie dépressive qu'on appelle pour les médecins un trouble unipolaire, ou une autre grande cause de maladie psychiatrique pourvoyeuse de syndrome dépressif, le trouble bipolaire. Et donc ça, on a besoin pour pouvoir proposer, parce que bien évidemment, une maladie de la thyroïde qui provoque un syndrome dépressif, on va la soigner, par exemple, par des hormones thyroïdiennes. Mais une maladie dépressive, et je vais revenir tout à l'heure, une maladie dépressive ou une maladie bipolaire, le syndrome dépressif, on va proposer d'autres types de soins. Donc il est extrêmement important pour le médecin de pouvoir identifier la cause du syndrome dépressif, ou en tout cas tenter de l'identifier le mieux possible, parce que vous verrez, ce n'est pas toujours si simple que ça. On a, pour ce qui concerne une maladie de la thyroïde, des examens qui nous permettent, je dirais quasiment à coup sûr, de savoir s'il y a un problème de thyroïde ou pas en faisant une prise de sang. Il y a un certain nombre d'autres maladies qu'on peut éliminer comme ça, enfin, dont on peut retrouver la cause sur une prise de sang ou sur une imagerie cérébrale. Mais une des grandes difficultés auxquelles on est confronté, pour les maladies psychiatriques, c'est qu'on n'a pas de moyen face à une personne qui présente pour la première fois un syndrome dépressif, d'arriver juste en examinant la personne à faire la différence entre un syndrome dépressif lié à une maladie dépressive et un syndrome dépressif lié à une maladie bipolaire. Je vais revenir plus en détail sur à quoi correspondent ces deux types de maladies. Je reviendrai aussi, alors pas en détail d'un point de vue médical, mais je reviendrai en tout cas sur les principes thérapeutiques de ces deux maladies qui sont les deux maladies les plus pourvoyeuses de syndrome dépressif en termes de causes psychiatriques, mais en termes de causes confondues d'un point de vue médical. Donc ça, c'est vraiment le grand point, je dirais, d'intérêt et d'évolution, on va dire, dans la compréhension en fait, de ces états dépressifs. Et puis, il y a d'autres points qui sont aujourd'hui un peu un deuxième plan, mais qui sont quand même d'une importance élevée, c'est l'identification et des propositions thérapeutiques pour les dépressions d'intensité mineure, les dépressions d'intensité mineure qui peuvent être néanmoins avec un retentissement pour la personne sur le plan professionnel, sur le plan familial, d'une importance grande, et pour lesquelles les personnes ne pensent pas forcément, n'identifient pas forcément le fait que c'est une maladie et qu'une prise en charge adaptée pourrait leur permettre d'aller mieux. Si aujourd'hui il y a des problématiques de prescription sur les psychotropes, alors ça concerne plus particulièrement certaines molécules, mais on entend souvent encore dans les médias qu'il y a trop d'antidépresseurs prescrits en France. Il y a surtout beaucoup trop d'épisodes dépressifs qui ne sont pas pris en charge correctement ou qui ne sont même pas identifiés et pour lesquels du coup les personnes n'ont pas accès à l'information qu'elles pourraient avoir des soins et que l'état dans lequel elles sont n'a rien d'une fatalité ou n'a rien d'un juste un problème de manque de volonté et du coup ça c'est un vrai enjeu en termes de santé publique et donc c'est aussi une problématique auquel on est confronté et sur laquelle on essaye d'avancer. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir finalement, non pas pour les opposer, mais de voir l'une après l'autre les deux grands cadres pathologiques
qui provoquent donc des syndromes dépressifs. Ce qu'on pourrait appeler la maladie dépressive et donc que les psychiatres qualifient de trouble unipolaire, qui est donc la répétition d'épisodes dépressifs au cours de la vie ou la persistance d'épisodes dépressifs sur le long terme. Et puis dans un deuxième temps, le trouble bipolaire. Alors, ce trouble bipolaire, qu'on est presque obligé aujourd'hui de parler de trouble non bipolaire, puisque, je l'évoquerai tout à l'heure, on parle beaucoup, il y a une grande médiatisation ces dernières années, on pourrait même dire cette dernière dizaine d'années du trouble bipolaire. Donc, cette dépression non bipolaire, elle existe réellement, ça correspond réellement à une maladie, donc on appelle le trouble bipolaire ou épisode dépressif récurrent. Elle concerne énormément de personnes. La prévalence en population générale en France, elle est estimée entre 18 et 20%, c'est-à-dire qu'il y a 18 à 20% de la population qui présentera au moins une fois dans sa vie un épisode dépressif. Et ce n'est pas spécifique à la France, ce n'est pas spécifique non plus, on va dire, à nos cultures européennes ou occidentales. C'est des pathologies qu'on retrouve de par le monde, dans différentes cultures, dans différentes sociétés, dans différents contextes économiques. Alors, on entend beaucoup, et peut-être que ce sera un sujet de discussion, je n'ai pas particulièrement insisté là-dessus sur ma présentation, sur le contexte social, économique, de santé générale, mais j'imagine que peut-être vous aurez des questions sur l'impact, par exemple, de la crise sanitaire qu'on connaît maintenant depuis plus de 2 ans sur la question de la dépression. Ce sont des choses qui ont des impacts, mais c'est une maladie qui existe depuis longtemps et qui, globalement, on va dire, est relativement homogène. On peut constater des évolutions au niveau de l'épidémiologie, mais ce ne sont pas des choses qui sont fulgurantes non plus, et donc c'est quelque chose qui est stable et qu'on trouve de par le monde. Comme je l'évoquais, c'est fréquent et ça a un énorme impact à un niveau individuel. J'ai dit tout à l'heure que c'était une maladie qui tuait, qui peut tuer de différentes façons. Et puis, c'est une maladie aussi qui, au quotidien, pour les personnes qui le vivent et pour les personnes qui entourent les personnes qui souffrent de cette maladie, ont un énorme impact aussi. Donc, c'est un impact qui peut se chiffrer en argent, mais ça a un impact aussi concrètement dans la vie des gens, dans la vie de leur famille, dans la vie au travail. Alors, cette maladie, elle a une particularité, c'est que ce n'est pas une maladie à un moment donné. Il y a un certain nombre de maladies comme ça qui évoluent dans le temps. Si je disais tout à l'heure qu'en France, on estime que 18 à 20% de la population va souffrir au moins d'un épisode dépressif, en fait, malheureusement, la règle, c'est que ces personnes ne vont pas souffrir qu'une seule fois d'épisode dépressif. C'est une maladie qui récidive. Vous voyez, on voit que cette maladie va recommencer au moins dans 40% des cas à 1 an. Et si on prend une perspective qui n'est pas si lointaine que ça à 5 ans, 80%, donc 4 personnes sur 5 qui souffrent d'épisodes dépressifs vont présenter au moins un deuxième épisode de dépression. Donc c'est une maladie qui, le plus souvent, se présente sous forme d'épisodes au cours de la vie, à une fréquence, là aussi, qui peut être variable. J'ai évoqué que l'intensité peut être variable, mais la fréquence peut être variable. Certaines personnes vont présenter plusieurs épisodes par an, d'autres personnes vont présenter parfois un épisode tous les 10, 15, 20 ans parfois. Et certaines personnes, heureusement, vont présenter qu'un seul épisode dans leur vie. Mais malheureusement, c'est plutôt l'exception que la règle. L'autre particularité aussi de cette maladie dépressive dans l'évolution sur le long terme, c'est qu'elle est rarement seule. C'est une maladie qui est extrêmement associée à d'autres pathologies et d'autres pathologies psychiatriques en particulier, notamment les pathologies anxieuses, mais aussi des pathologies addictives. Et puis, c'est une maladie qui est très clairement associée à des maladies physiques. Alors, c'est aussi une maladie physique, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est une maladie du cerveau. C'est une maladie qui se voit. Quand on regarde le cerveau de quelqu'un qui souffre de dépression, on peut le regarder de différentes façons, notamment avec des techniques d'imagerie, mais on voit le cerveau qui est malade. Et donc, pour en revenir à ce que j'évoquais, c'est une maladie qui va s'associer aussi à d'autres maladies physiques et de différentes façons. Elle a des liens intimes dans, je dirais, l'origine de la maladie, et notamment sur un plan inflammatoire avec d'autres maladies inflammatoires. Et puis, le fait de souffrir de dépression pour des personnes qui ont déjà des maladies, notamment des maladies chroniques, ça va avoir un impact sur l'évolution de ces maladies. C'est des choses qui ont bien été démontrées, notamment pour des maladies chroniques comme le diabète, ou des maladies chroniques comme les maladies cardiaques, ou certaines maladies comme le cancer aussi. Donc, il y a un double lien étroit et aggravant entre la dépression
et d'autres pathologies, notamment d'autres pathologies chroniques. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est important d'insister sur cet aspect-là, c'est une maladie qui tue, et qui tue notamment du fait du suicide, de ces pensées suicidaires, hein, qui sont des cognitions qui sont propres à la dépression. Alors, même si ce n'est pas la seule maladie qui est à l'origine du suicide, c'est quand même la maladie qui est la plus pourvoyeuse de tentatives de suicide et de suicides réussis, si je puis dire. Alors, tout ça amène à envisager la dépression sur cette forme évolutive dans les soins. Parce que du coup, vous l'avez compris, l'idée ne va pas être juste de soigner l'épisode qui va être présent, mais d'envisager les soins assez souvent dès le premier épisode sur une perspective de long terme, en ayant connaissance du caractère évolutif de la maladie. Et donc, si, vous le voyez résumé sur cette diapositive, on peut considérer différentes phases dans la maladie. Alors, est-ce que j'arrive? Oui. Alors, c'est très habituellement, on a tendance à représenter la dépression, on va dire, sur une diminution, on va dire, de l'état. Si la personne est dans un état de bonne santé, là où je pointe la souris, l'état de dépression va être représenté ici par une diminution de son état de santé. Et soit à la faveur de ça, soit aussi spontanément, cet état va s'améliorer. On va parler d'amélioration partielle, de rémission partielle, pour arriver à un état de rémission complète. Et ça, c'est l'objectif des soins. Ça, c'est important de le dire. L'objectif des soins n'est pas que les gens aillent mieux, mais que les gens aillent simplement bien. C'est extrêmement important parce que cet état de rémission complète, cet état de retour à un bon état de santé, c'est le meilleur garant que la dépression ne recommence pas rapidement, et on va parler de rechute dans les mois qui vont suivre, ou qu'un prochain épisode n'arrive pas trop rapidement, ou qu'un prochain épisode n'arrive pas du tout. Donc ça, c'est un élément extrêmement fondamental, et il y a beaucoup d'études qui ont permis de constater que la persistance, même à minima, d'un syndrome dépressif, même quand il ne persiste qu'un peu d'anxiété dans certaines circonstances, ou même quand il ne persiste qu'un peu de troubles du sommeil, ou qu'une petite diminution de la libido, la persistance de 1 ou 2 symptômes comme ça vont faire le lien, en fait, d'une réactivation de la dépression de façon plus intense, même quand il y a des soins. Donc, même avec des soins bien conduits, si on constate la persistance de quelques manifestations, c'est un facteur de risque extrêmement important de réaggravation de la dépression à un horizon soit proche, soit plus éloigné. Et donc, il est vraiment important, quand on va proposer des soins, d'expliquer et d'informer que l'objectif doit être cette guérison, finalement, de l'épisode dépressif. Alors, malheureusement, un médecin ne pourra pas parler de guérison de la maladie unipolaire. Les soins qu'on propose nous permettent d'arriver qu'à un état de guérison d'un épisode. Et éventuellement, on va pouvoir ensuite proposer, donc, dans les objectifs de soins, des objectifs en cycle de soins préventifs. Une fois qu'on a pu guérir, qu'une personne a pu guérir d'un épisode dépressif, on va pouvoir lui proposer des soins dont l'objectif va être d'empêcher la réapparition d'un nouvel épisode. Donc, ça, il est extrêmement important de pouvoir expliciter ça, d'où l'importance aussi de bien comprendre la nature de la maladie, parce que vous verrez que les risques évolutifs ne sont pas les mêmes en fonction de la pathologie qui est sous-jacente. Et puis, bien sûr, les moyens de soins sont là aussi différents. Donc, quand on propose des soins à une personne qui souffre de dépression, si elle souffre de dépression au moment où on envisage les soins, le premier objectif, donc, ça va être d'atteindre cet état de guérison. Puis, cet état de guérison, une fois qu'on l'a consolidé, parce que le cerveau est un organe suffisamment compliqué pour qu'il ne se rétablisse pas du jour au lendemain. Donc, au moment où la personne se sent parfaitement bien, on ne peut pas encore considérer qu'elle est guérie de l'épisode. Et il va falloir une période d'au moins quelques mois, quand l'épisode n'a pas duré très longtemps, voire quelques années quand l'épisode a été chronique, quand l'épisode en lui-même a duré plus d'une année. On va dire qu'il va falloir aussi plusieurs années pour que le cerveau se rétablisse complètement de cet épisode et qu'on puisse considérer que l'épisode est guéri. Et puis, éventuellement, dans un troisième temps, on va proposer un objectif de soins à visée préventive. Et bien évidemment, tout ça, c'est des propositions. Après, la personne choisit, accepte, envisage ces objectifs-là. Ce ne sont pas des obligations. Alors,
Ce ne sont pas des obligations, il y a quand même une petite exception à ça. Quand les épisodes dépressifs sont très, très sévères et que la personne est en danger vital, on peut être amené, c'est un des motifs pour lesquels on peut être amené à contraindre la personne à se soigner. C'est un dispositif que prévoit la loi française. On peut être amené à la soigner, même si elle n'est pas d'accord, dans un contexte légal bien particulier qui est celui des soins sous contrainte, mais je n'entrerai pas, ce n'est pas le sujet à la proposition, mais voilà, c'est quand même une chose qui est importante à savoir. En cas de risque vital, donc par rapport au risque suicidaire, mais par rapport aussi au risque physique que peut faire courir la dépression, on peut être amené à contraindre la personne à recevoir des soins dans son intérêt. Et dans cet intérêt-là, on va soigner la personne sous contrainte. Ça nécessite donc une hospitalisation. Dans ce type de situation-là, la contrainte aux soins se fera forcément en milieu hospitalier. Par contre, pour les autres phases de soins, bien évidemment, dès que la personne va aller mieux, les objectifs de soins vont être fixés avec la personne. Mais ce que je vous présente là, ce sont les objectifs théoriques qu'on peut proposer et qu'on va essayer en tout cas d'atteindre dans les soins avec la personne. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Alors, je préfère qu'on fasse éventuellement une petite pause si c'est des choses qui vous posent question. On a du temps, donc on n'est pas obligé de garder des échanges uniquement pour la fin. C'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants et qui sont extrêmement ambitieux. Ambitieux pour le médecin, c'est pas si facile, et je l'ai évoqué tout à l'heure, que les moyens thérapeutiques qu'on a ne permettent pas forcément facilement d'atteindre ces objectifs. Et puis c'est aussi extrêmement ambitieux pour la personne qui souffre de dépression, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les personnes qui souffrent de dépression vont avoir du mal à croire qu'il est possible d'aller bien. Et elles vont d'autant plus avoir du mal à croire qu'elles peuvent aller bien. Elles souffrent de dépression, et comme je l'ai dit, ça modifie la perception de soi avant tout, ça modifie la perception de ses possibilités d'évolution. Et puis elles peuvent aussi avoir l'expérience passée de soins qui ont eu du mal à être efficaces. C'est pour ça que je parle d'objectifs ambitieux, mais ça reste néanmoins des objectifs qui sont réalistes. Et donc, il est important de pouvoir partager et d'informer, et ça, c'est vraiment un premier temps des soins, de permettre de comprendre à la personne quels sont les objectifs qu'on fixe dans les soins. Alors, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les objectifs, mais d'emblée, quand on commence des soins, on va évoquer l'ensemble de ces objectifs-là, et puis on va se concentrer, bien évidemment, sur l'objectif curatif, c'est-à-dire l'objectif d'amélioration et de guérison, qui va être le premier à atteindre. Oui. Juste, là, forcément, on évoqué le côté médical, soins, etc. Moi, ce qui me questionne, c'est qu'il me semble que sur tous les syndromes dépressifs, il peut y avoir en tout cas un contexte sur lequel vient prendre appui ces syndromes-là, oui. Et où du coup, la prise est parfois, on n'a parfois pas forcément de possibilité d'agir directement. Et du coup, j'imagine que dans les rechutes et récidives, peut venir à un moment donné cette question de comment on peut agir ou pas sur le contexte dans lequel évolue la personne, et qui peut être aussi, j'imagine, facteur important de donc j'imagine que c'est quelque chose de difficile à intégrer. Alors, mais j'allais y venir. J'ai parlé de soins. Je suis médecin. Les soins, c'est pas que des soins durs, on va dire, médicaux. La première étape, c'est déjà ce que je viens de vous dire, c'est de permettre à la personne d'identifier le fait qu'elle est malade, et c'est pas si simple que ça. C'est ensuite de pouvoir partager les objectifs, et c'est ensuite d'identifier éventuellement les facteurs précipitants, les facteurs aggravants, les facteurs de maintien, et ça peut être des éléments sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan familial. Ce ne sont pas des causes. Alors on pourra en parler, je n'ai pas prévu de m'attarder, on va dire, sur les causes de la dépression, de la maladie dépressive ou sur les causes de la maladie bipolaire. Si vous êtes intéressé, on pourra quand même évoquer un petit peu ça, mais ce ne sont pas des causes. Ça, c'est des choses qui sont bien identifiées aujourd'hui. On sait que ce sont des maladies, que ce soit la maladie dépressive ou la maladie bipolaire, c'est des maladies qui sont extrêmement complexes au niveau des causes, qui comprennent bien évidemment, les événements de vie ont un impact sur l'apparition de la maladie, sur l'évolution de la maladie, mais ne sont pas suffisantes pour causer la maladie. Et il y a une vulnérabilité
dont les causes de cette vulnérabilité du cerveau peuvent être très variées. Ça va de vulnérabilité génétique à des vulnérabilités développementales, très tôt pendant le développement de l'embryon, du fœtus, mais pendant aussi toute la vie de la personne. Bien sûr, plus particulièrement quand le cerveau se développe très longtemps. Un cerveau devient adulte réellement vers 25 ans. Et donc, les événements de vie, ça peut être aussi, quand on parle des événements de vie, de l'impact des événements de vie précoces dans l'enfance, dans l'adolescence, au jeune âge adulte, qui vont eux aussi avoir un impact sur le développement du cerveau et sur l'apparition de la maladie. Donc, tout ça a à être pris en compte dans les soins qu'on va proposer, et c'est ce qui fait aussi que les soins ils sont toujours individualisés. Même s'il y a des principes communs de prise en charge sur lesquels que je vais développer là bientôt, bien évidemment, ensuite, il y a toujours à adapter à la personne, à son histoire de vie, parce que son histoire de vie a eu un impact sur l'apparition de la maladie et va probablement avoir un impact aussi sur l'évolution de la maladie. Mais ce n'est pas forcément qu'un impact négatif non plus. Vous avez évoqué un impact négatif, mais ça peut être aussi un impact positif et on peut se servir du mode de vie de la personne. Alors, quand je dis mode de vie, c'est vraiment de façon extrêmement générale pour moi. C'est tant sur un plan psychique que sur un plan pratique, que sur un plan financier. Enfin, voilà. On peut se servir du mode de vie de la personne dans les soins, où on va essayer d'influer, mais parfois il y a des événements sur lesquels on n'a pas d'emprise, ni en tant que médecin, ni en tant que travailleur social, ni en tant que psychothérapeute, ni en tant que patron, ni en tant que médecin du travail. Enfin, voilà, donc, bien évidemment, il y a des événements. La perte d'un proche, on fait pas apparaître les gens. Absolument. Du coup, je travaille dans les maisons des habitants. Et du coup, je trouve qu'en termes de discours par rapport aux professionnels, ça me semble ça très important dans le sens où, parfois, en tant que professionnel dans le champ du social, on peut avoir le sentiment que telle situation ou même institution peut générer, la cause finalement. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de vous expliquer que ça peut être un facteur aggravant au contraire. Et je pense que pour les pros, ça peut être très intéressant de savoir ça. Parce qu'on se pose souvent la question de dans quelle mesure certaines situations, certains systèmes sont maltraitants et peuvent engendrer. Alors après, il faut distinguer. Il y a une vraie problématique sémantique qu'on vit depuis plusieurs années sur différents termes. Le burn-out, par exemple. Le burn-out, ce n'est pas une maladie. Le burn-out, c'est une situation psychologique particulière d'épuisement. Ça a été, voilà, je ne vais pas vous faire le topo historique de comment a été décrit le burn-out, mais ce n'est pas médical. Et il y a, la société s'est saisie de ce terme-là. Il met beaucoup de choses, dont des syndromes dépressifs. Et la situation psychologique de burn-out est un facteur de risque d'épisode dépressif, mais ce n'est pas la cause. Monsieur Baroudakis. Oui, moi je voulais signaler que des maladies physiques que vous avez citées, pour lesquelles il y a une comorbidité de dépression, comme on le dit, il y a aussi, pour les personnes en situation de handicap, aussi souvent des symptômes dépressifs qu'il faut prendre soin de dépister, que ce soit des personnes, des PMR, des personnes en mobilité réduite, qui vont se plaindre souvent de ces problèmes, et aussi pour le handicap mental ou intellectuel, des situations qui ne sont pas proprement dites dues à une maladie, mais où la dépression est souvent présente sur les statistiques. On a un pourcentage très important de ces personnes en situation de handicap. Et c'est pour cela qu'il faut aussi prendre souci de personnes en situation de handicap. Oui, non, mais les causes, on va dire, de stress, alors, qui peuvent être des stress biologiques aussi. Et les facteurs déclenchants d'épisodes dépressifs, ça peut être un stress biologique, par exemple la prise d'un médicament, une autre pathologie, un toxique,
ou des stress psychiques. Et la nature du stress psychique peut être extrêmement variée. Ça peut être une situation bien particulière sur un plan familial, sur un plan professionnel, une situation de handicap, sans forcément qu'il y ait une pathologie bien identifiée qui soit derrière. Ça peut être l'isolement. Enfin voilà, les sources sont extrêmement importantes de ce point de vue-là. Et effectivement, il va falloir l'intégrer dans les soins, essayer, si on identifie des sources, de les faire évoluer, mais ce n'est pas toujours possible. Enfin, j'évoquais tout à l'heure de façon peut-être un peu caricaturale, mais c'est bien une réalité. Le deuil d'une personne est un facteur un facteur aggravant pour la dépression ou un facteur déclencheur parfois. On ne fait pas revivre les gens. Et pourtant, on soigne quand même la dépression. Donc voilà. Il est vraiment important de les considérer comme des facteurs de risque, comme des facteurs associés, mais pas comme des causes. Bien évidemment, du coup, les prendre en considération, essayer de les faire évoluer favorablement, ça va favoriser les soins, mais ce n'est pas une nécessité absolue pour obtenir les soins. Donc finalement, ce que je dis là, c'est des choses qui ont été dites, ce n'est pas juste moi qui le raconte, c'est des choses qui sont bien établies, on va dire, dans tous les pays, toutes les recommandations, on va dire, professionnelles de ce point de vue-là. Après, il y a aussi, et pour commencer à introduire un peu, on va dire, le détail des soins plus spécifiques donc de l'épisode dépressif, une gradation. Globalement, et peut-être que ça vous interpellera, le principe de prise en charge d'un épisode dépressif dans le cadre d'une maladie unipolaire, c'est d'utiliser les antidépresseurs. Ça, c'est une base. Il y a des exceptions à ça, et c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est les épisodes d'intensité légère et brève. Parce que les épisodes d'intensité légère mais chronique nécessitent aussi cette base thérapeutique. Et puis, sur cette base médicale de soins, on va considérer, en fonction de la personne, en fonction de son environnement, en fonction des facteurs déclenchants, en fonction des comorbidités physiques, psychiques, psychiatriques plus particulièrement, d'autres soins qui peuvent être intéressants. Mais ça va dépendre de ce contexte-là. Et ces autres soins, ce sont particulièrement certaines formes de psychothérapie, mais qui vont être à déterminer en fonction de tout le contexte que je viens d'évoquer et dont les objectifs sur lesquels je vais revenir tout à l'heure sont un petit peu différents. Parce que si sur un plan psychothérapique, la base va être finalement ce qu'on appelle cette éducation thérapeutique sur laquelle j'ai beaucoup insisté, identifier la maladie, la comprendre, la reconnaître, les objectifs thérapeutiques, ça c'est de faire de l'éducation thérapeutique. L'objectif derrière ça, c'est de permettre à la personne ensuite de pouvoir se saisir des soins et d'être motivée finalement à se soigner, et pas juste sur le moment où elle se sent malade, puisque vous l'avez compris, les soins vont être sur une période de temps plus longue. Et c'est une des vraies problématiques, comme pour toutes les maladies chroniques. Se soigner dans le temps, ce n'est pas si simple que ça. Alors ensuite, la place pour la psychothérapie, formalisée en dehors de l'éducation thérapeutique, si je caricature un petit peu, elle va être plus ciblée sur des manifestations symptomatiques que sur l'épisode dépressif en lui-même, à l'exception des épisodes dépressifs d'intensité légère et encore une fois brève, où on peut considérer la psychothérapie comme un traitement, certaines formes de psychothérapie, je reviendrai sur le détail un peu de ces types de psychothérapie, il n'y a que dans les dépressions d'intensité légère et de durée brève qu'on peut envisager certaines formes de psychothérapie comme traitement unique de l'épisode dépressif. Dans les dépressions d'intensité modérée, et encore plus dans les dépressions d'intensité sévère, ça ne peut pas être un traitement unique par psychothérapie. Il va obligatoirement falloir prescrire un traitement médicamenteux antidépresseur pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, de guérison complète de la dépression, de consolidation de la guérison, c'est-à-dire de maintenir cet état-là de façon prolongée. Et puis après, par contre, sur les traitements de prévention, là, il peut avoir une place pour la psychothérapie, et c'est des choses qui sont bien démontrées maintenant. Certaines techniques de psychothérapie sont extrêmement efficaces en prévention et sont aussi efficaces que les traitements antidépresseurs à visée préventive. Mais là, je parle une fois que l'épisode dépressif a complètement disparu, et pour plusieurs mois. Bon, il y a des choses, c'est assez facile de se le représenter quand je ne sais pas de quelle façon vous le représenterez, mais quelqu'un qui est, comme je l'évoquais tout à l'heure, à l'extrême dans la conviction que de toute façon, la dépression, l'état dans lequel elle est ne peut pas aller mieux, la psychothérapie elle est inenvisageable.
Mais de la même façon, quelqu'un qui est extrêmement à vif sur un plan émotionnel du fait de l'anxiété, du fait d'une grande tristesse ou d'une grande irritabilité, les séances de psychothérapie seront très difficilement conductibles, si je puis dire. Et puis, l'utilisation par la personne des techniques de psychothérapie au quotidien ensuite, parce que la psychothérapie, c'est quand même essentiellement ça, c'est apprendre au contact du psychothérapeute finalement des outils, des techniques, et que la personne va ensuite utiliser dans sa vie quotidienne. Ce n'est pas juste un temps comme ça qui permet des déclics et qui changerait, transformerait la personne. C'est aussi une utilisation finalement de la psychothérapie dans son quotidien. Les personnes qui sont très déprimées n'ont pas la possibilité, n'ont pas l'énergie, n'ont pas l'état cognitif qui va permettre d'utiliser ces outils psychothérapeutiques. Donc il y a une complémentarité dans les soins et il y a une répartition, si je puis dire, des soins en fonction des objectifs des soins dans lesquels on se fixe. En aigu, il y a une place très importante pour les traitements médicamenteux et pour l'éducation thérapeutique. La place des psychothérapies va plus être, on va dire, complémentaire sur certaines manifestations somatiques ou sur certaines comorbidités. J'évoquais tout à l'heure la comorbidité anxieuse, par exemple. Il va avoir un vrai objectif, ça peut être un vrai objectif d'une psychothérapie au cours d'un épisode dépressif, de cibler l'anxiété liée à un trouble anxieux généralisé, par exemple. Et puis, sur le long cours, d'autres objectifs, d'autres moyens thérapeutiques. Et là, on va retrouver une place plus importante en préventif de certaines techniques de psychothérapie. Alors, si j'insiste sur certaines techniques de psychothérapie, c'est que toutes n'ont pas prouvé leur efficacité. Alors, quand on parle de prouver, c'est toujours contestable, mais on a des façons, on a des outils d'une certaine façon. On fait ce qu'on appelle des essais. On va regarder finalement sur des groupes de personnes. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à le faire sur des groupes. Ça permet d'avoir une vision un peu homogène et de confondre un peu, de noyer, on va dire, le bruit lié aux particularités de tout un chacun. Et puis, l'inconvénient aussi de proposer et de regarder ce qui se passe sur l'échelle des groupes, c'est que justement, dans l'intérêt d'une personne de façon très spécifique, on perd peut-être justement l'indication précise de pour telle personne, c'est telle psychothérapie qu'il aurait fallu faire. Et ça, aujourd'hui, c'est une des grandes limites qu'on a, alors pas seulement en psychiatrie, on parle beaucoup de médecine personnalisée. Aujourd'hui, on n'a pas encore ces marqueurs. C'est un grand champ de recherche dans le cadre de la dépression, d'avoir des marqueurs prédictifs, que ce soit en curatif ou en préventif, des soins qui vont être efficaces pour une personne donnée. Tel médicament ou telle psychothérapie va être efficace ou au contraire va être mal toléré. Autant la psychothérapie que le médicament. Une psychothérapie, ça a aussi des effets indésirables, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est ce qui nous manque. Et aujourd'hui, effectivement, on se base sur des études qui donnent pour un groupe, dans le cadre d'un groupe de personnes qui souffrent de dépression, ça, c'est intéressant à tel moment, ça ne l'est pas. Et on n'a pas encore cette capacité à pouvoir déterminer pour une personne quel est le soin qui sera pour elle, à tel moment de la maladie, le plus intéressant, le plus efficace, ou justement celui qu'il faut absolument éviter. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup d'espoir par rapport aux études qui sont menées depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, mais il n'y a pour l'instant pas de débouché concret. Et si vous venez me voir ou si vous allez voir un psychiatre ou un psychologue, il ne pourra pas vous dire oui, ça je vais vous proposer ou ça je ne vous le proposerai pas parce que ce n'est pas approprié pour vous. On a vu que ça et ça nous permettent de dire que pour vous, ça ne va, pour la maladie dont vous souffrez, ça ne va pas aller. Oui. La psychothérapie, vous dites psychothérapie, je ne vais pas tellement parler dans comme vous dites. La psychothérapie, on m'entend là? C'est pas grave, là, si on m'entend. Voilà. Ça arrive à être la psychothérapie, vous dites, peut avoir des effets indésirables, mais c'est tout de même une porte ouverte vers le chemin de je vais vers le mieux. On est obligé de la psychothérapie va amener un déséquilibre parce que c'est une porte ouverte vers le aller mieux. Alors, comme n'importe quel soin, j'ai envie de vous dire. Oui, mais c'est pour ça que la psychothérapie peut faire peur parce qu'il y a changement et les gens, ils ont peur du changement. Alors, ça peut être un frein, effectivement, mais bon, ça, c'est... dans le cas de la dépression, la peur du changement, ce n'est pas franchement le frein principal.
Je vous ai évoqué, alors c'est de mon point de vue, hein, mais ce n'est pas que de mon point de vue, là aussi il y a un certain nombre d'études à ce sujet-là, des études cette fois plus épidémiologiques, comprendre ce qui se passe pour les personnes. Les freins, ce n'est pas les freins majeurs. Alors bien sûr, typiquement pour la psychothérapie, hein, très concrètement, ça va vous paraître prosaïque, mais c'est aussi d'actualité. Un frein majeur pour la psychothérapie aujourd'hui en France, le 24 novembre, c'est combien ça coûte? C'est l'accessibilité. Trouver un psychothérapeute qualifié dans les techniques de psychothérapie qui ont démontré leur efficacité. Encore une fois, je n'achète pas l'eau propre sur celles qui n'ont pas démontré leur efficacité, mais c'est difficile de les recommander, sachant qu'elles n'ont pas démontré leur efficacité. Trouver un psychothérapeute formé en thérapie interpersonnelle sur Grenoble aujourd'hui, si vous n'avez pas les ressources financières, vous ne trouverez pas. Enfin, il n'y a que quelques psychiatres qui sont formés et qui donc sont éligibles au remboursement. Alors, il va y avoir une avancée, hein, si j'insistais par rapport à ça. Je pense que vous avez entendu, il y a une certaine actualité à ce niveau, et à partir de 2022, dans le cadre de parcours de soins déterminés, il y aura un remboursement possible, mais ça va rester relativement conditionné. Alors, certaines formes de psychothérapie sont envisageables, mais j'insiste d'autant plus dans ce cadre-là. C'est pour certaines indications bien précises d'épisodes dépressifs, où on peut envisager qu'une psychothérapie en 8 séances va permettre d'aboutir à la guérison de l'épisode dépressif. Donc, la grosse contrainte, je suis désolé de revenir sur cet aspect-là, hein, mais concrètement, en tout cas, c'est comment est-ce qu'on accède à la psychothérapie. Ça, c'est un aspect très pratique, et c'est aussi ce qui fait que dans les recommandations, l'utilisation des médicaments, même dans les dépressions d'intensité modérée ou même dans les dépressions légères, ça reste quand même un traitement extrêmement utile, parce qu'en termes d'accessibilité, c'est plus fort que les psychothérapies. Je le regrette, hein, je ne dis pas que c'est une bonne chose, je le regrette, mais il faut bien être aussi pragmatique quand on parle de soins. Et la psychothérapie ne peut pas, le médicament ne peut pas favoriser un refus devant une psychothérapie. Non. Les gens qui refusent de prendre des médicaments. Non. Je vais vous donner un exemple extrême. C'est des choses que vous aurez du mal à vous représenter, mais les personnes que je soigne, on ne se représente pas à quel point une dépression peut être gravissime et à quel point les personnes peuvent être absentes du monde, d'une certaine façon. Elles peuvent être absentes du monde dans leur tête. Certaines personnes peuvent se croire déjà mortes ou physiquement ne plus pouvoir bouger du tout. Je n'ai pas besoin de parler aux gens pour les soigner de dépression dans cet état-là. Guérir complètement de dépression. Donc c'est ça qui est compliqué, parce qu'on vit avec une histoire collective de la dépression, où on se représente, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le spleen, la dépression réactionnelle, on se représente que la dépression, c'est une histoire de réaction à l'environnement, et que c'est du coup à travers ça, et bien sûr, on a tous fait l'expérience qu'après un événement négatif, on va moins bien, et que si on fait des choses, potentiellement, ça va aller mieux, mais la dépression, c'est autre chose, c'est une maladie. Et c'est les soins qui permettent de guérir cette maladie-là. Bien sûr, parfois, la dépression s'arrête spontanément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais dans ces cas-là, très souvent, elle finit par recommencer plus ou moins rapidement. Donc, non, voilà, pour répondre un peu de façon peut-être un peu provocatrice à votre sujet, il n'y a pas forcément besoin de parler à une personne pour la soigner de sa dépression, même si elle est gravissime. À la limite, c'est même encore plus évident quand c'est gravissime. Donc, non, pour répondre à votre propos, se soigner, quelles que soient les modalités de soins, si elles sont pertinentes et si elles sont efficaces, c'est ce qui compte. Et de se dire, c'est une fuite par rapport aux problèmes que rencontre la personne, si, malgré tout, les soins que la personne fait lui permettent d'arriver à cet état de guérison de la dépression, c'est ça qui compte. Fuir ces problèmes, c'est sur un autre aspect, ce n'est pas sur la question de la maladie. Après, moi, je vous parle de la question de la maladie, je ne vous parle pas d'autres aspects psychologiques. C'est ça la différence. Et c'est là où il y a très souvent un amalgame et on se trompe de niveau de lecture et où on peut penser que les médecins ou que les psychologues se trompent en disant non, ce problème-là, oui, peut-être il existe, mais ce n'est pas à travers ce problème-là qu'on va résoudre la problématique. Même à la limite, si la personne veut hésiter, peut-être que ça a d'autres conséquences, mais en tout cas, ça n'empêche pas forcément les soins pour la dépression. Donc, voilà, attention aussi à de quoi on parle, quels sont les objectifs. C'est pour ça que j'insistais sur la question des objectifs. Si c'est dans un objectif de bien-être ou de résolution de conflits familial, professionnel ou que sais-je, effectivement, ce n'est pas le médicament antidépresseur qui va résoudre le conflit. Mais quel est l'objectif? Encore une fois, c'est fondamental, ça. Demain. Je ne sais pas qui s'est levé en premier. Honneur à mademoiselle. Parlez fort. Ou collez-le à votre masque.
Si, ça marche. Oui. Bon, allez. Vous allez peut-être venir après, mais je voulais savoir si vous pouvez envisager de l'éducation thérapeutique du patient dans des... Je n'ai pas compris si on peut. Envisager de l'éducation thérapeutique du patient, vous voyez tout ce qui est ETP. Bah, toujours. Enfin, c'est ce que je ça dis. peut être fait dans la dépression. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, on peut, enfin, mais ça, encore une fois, ça c'est exceptionnel, on peut être contraint de ne pas commencer par ça quand la personne est tellement mal qu'elle est inaccessible à cette question-là. Je l'ai évoqué, hein, on peut être amené à contraindre la personne à se soigner. Enfin, dans ce cas-là, on va quand même faire de l'éducation thérapeutique, mais elle n'est pas accessible à l'éducation thérapeutique. Mais sinon, obligatoirement, on commence par ça. On commence par ça parce que la démarche est toujours une démarche diagnostique, que ce soit avec le psychologue ou avec le médecin. C'est pas, enfin, vous parlez du psychiatre, mais le médecin qui soigne le plus souvent la dépression, c'est le médecin généraliste. La démarche, ça doit toujours être diagnostique avant. Et donc, elle commence en même temps en fait, que cette démarche diagnostique. C'est j'identifie que vous souffrez de ces manifestations-là. Il faut comprendre d'où ça vient pour comprendre finalement quels soins on va pouvoir vous proposer. Et ça, c'est généralement la démarche qui est faite. Alors, elle n'est peut-être pas toujours très explicite. Là, j'insiste beaucoup. Puis moi, j'ai la chance dans ma pratique d'avoir du temps, ce qui n'est pas forcément le cas pour les médecins, pour les psychologues. Mais c'est obligatoire. Monsieur. Un bégaiement, un bégaiement. Oui. Alors, j'aimerais bien comprendre, c'est très intéressant. Vous avez oublié de parler de les recherches chronométriques qui ont été faites sur l'hypnoarité à partir des 90 ans. À l'époque, un jeune qui avait appliqué. J'ai pris dans la on parlait de psychométrie. Après, il y a un courant problématique et on a le temps et tous les états attachés à être thyroïde. On vient à la bipolarité pour les questions analytiques aussi. Ça, c'est aussi parce qu'il y a une évolution du DSM. C'est question que la recherche de génétique par. On peut dire qu'elle avance ou pas trop. Elle avance d'une part, et en plus, c'est choix de vocal. Quand on voit vocal, on met sensiblement à la manière de voir. Alors, je suis désolé, je n'ai pas tout compris. Enfin, j'ai compris que vous me demandiez finalement l'actualité sur la recherche génétique dans le cadre de la dépression, parce que je n'ai pas parlé de la psychiatrie et je n'ai pas compris la dernière partie de votre question. Et aussi, ça va comprendre, il y a différents problématiques. L'année 90, on parlait plutôt de thyroïde, 2010, du pointé, et c'est une instruction problématique. Je n'ai pas compris, j'ai trompé. Schizo. Je me permets. Ouais. Je crois qu'il parle de schizoïde, donc il y a des différents termes de la maladie. On appelle ça la maladie schizoïde, après la maladie. Alors, j'ai jamais entendu parler de maladie schizoïde en fait, mais. Il y avait des grands problématiques. Alors, enfin, on ne va pas reprendre, et puis là, on est très loin du sujet des épisodes dépressifs. Enfin, je ne rentrerai pas sur ce sujet-là. Bien évidemment, il y a une évolution dans ce qu'on appelle la nosographie, c'est-à-dire la façon dont on comprend les maladies. Il y a des grandes évolutions, hein. Effectivement, mais ça parce qu'on avance dans les connaissances et puis parfois on se rend compte qu'on s'est trompé et puis parfois on se rend compte qu'on s'est trompé 2 fois et que finalement la première façon dont on conceptualisait une maladie était la bonne, en tout cas la bonne telle qu'on le perçoit sur le moment. Donc, voilà. Après, je ne vais pas rentrer sur le débat et sur les évolutions, enfin sur tous les termes, ce n'est vraiment pas le sujet. Très rapidement sur la question génétique, oui, il y a des évolutions, parce que les recherches en génétique, d'un point de vue technique, ont énormément progressé. Néanmoins, on n'en est pas aujourd'hui à identifier, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, déjà, on ne trouvera jamais le gène de la dépression ou le gène de la bipolarité parce que ce ne sont pas des maladies
À quelques exceptions près, dans certaines situations et des mutations très très particulières, ce ne sont pas des maladies génétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas une mutation qui donne la maladie, ça peut être une vulnérabilité liée à des gènes, et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de gènes qui sont identifiés comme étant des gènes vulnérabilisants. Mais oui, ça, effectivement, il y a des identifications par rapport à ça, ça ne débouche pas néanmoins sur des propositions thérapeutiques. Ça répond à votre question ? Ok. Ok. Alors, une des problématiques, mais je vais aller assez vite sur ce sujet-là, c'est que les soins, et je l'ai évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, ne sont pas forcément efficaces systématiquement. Ce n'est pas parce qu'on propose un traitement antidépresseur et que la personne souffre bien d'une maladie dépressive que forcément ça va être efficace. Bon, c'est malheureusement, j'allais dire presque une règle. Les médicaments qui sont efficaces à 100% dans une maladie, je ne connais pas bien de maladie dans laquelle on a des médicaments 100% efficaces. C'est en termes épidémiologiques quand même relativement fréquent dans la dépression, puisque pour une personne qui souffre pour la première fois d'un épisode dépressif et à qui on va proposer un traitement antidépresseur, c'est entre 30 et 40% des personnes qui vont guérir avec ce premier traitement antidépresseur. Donc, ça veut dire qu'il y a 60 à 70% des personnes, non pas qui ne vont pas du tout aller mieux. Hein, comme je vous l'ai dit, moi, l'objectif, c'est la guérison. C'est 30 à 40% qui vont guérir. Il va en fait avoir 70% des personnes qui vont aller mieux. Les 70% des personnes qui vont mieux, c'est un début, mais on ne peut pas se contenter de ça. Ce n'est pas la fin des soins. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à ce premier objectif qui est la guérison. Donc, c'est 30 à 40% des personnes qui vont guérir avec un premier traitement antidépresseur, d'autres vont s'améliorer, et puis d'autres ne vont pas du tout s'améliorer. Si on regarde ensuite une succession, parce que ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est proposer des changements, des adaptations, des associations de soins. Ça peut être association de différents médicaments, ça peut être des associations de médicaments et de psychothérapie. Malgré tout, à terme, un tiers des personnes ne répondront pas, c'est-à-dire n'atteindront pas cet état de guérison avec les stratégies classiques de médicaments et de psychothérapie ou de combinaison de ces deux types de soins. Et ça, c'est des choses pour lesquelles ça a été... voilà, on a une certitude de ce point de vue-là. La résistance, ça existe. La résistance aux antidépresseurs, ça existe. Et c'est même un phénomène qui est relativement dynamique, dans le sens où, ce que je vous montre là, c'est issu, mais c'est des études qui ont été répliquées un certain nombre de fois. Là, c'est la proportion, les chiffres que vous voyez, c'est la proportion des personnes qui arrivent à l'état de guérison après un premier essai de traitement antidépresseur. Pendant 3 mois, alors c'était vraiment des choses assez bien conduites. C'est en population générale, c'est pas par rapport à, je dirais, aux reproches habituels qu'on peut faire aux études. Là, c'était vraiment pris en conditions, je dirais, normales. On ne prenait pas un petit groupe très particulier. Donc, en conditions normales d'utilisation, un tiers des personnes vont arriver à cet état de guérison dans cette étude qui était menée sur plusieurs milliers de personnes. Après le deuxième essai, quelle que soit la stratégie utilisée d'association, encore une fois, psychothérapie, d'association d'antidépresseurs ou de changement antidépresseur, il n'y a plus que 20% qui vont arriver à cet état de guérison. Et puis, à partir du troisième essai, là aussi, avec de nouveaux changements, de nouvelles associations, et ça va être moins de 10%. Et puis, à nouveau, sur le quatrième essai, moins de 10%. Donc, il y a un phénomène dynamique d'augmentation, finalement, de la résistance au fil des essais. Alors, il y a plusieurs aspects de la façon, sur comment concevoir, comment comprendre ce phénomène de résistance. On reste encore aujourd'hui avec beaucoup de points d'interrogation, et c'est aussi pour ça que des centres comme le mien se fédèrent à un niveau national pour constituer finalement des cohortes de personnes pour essayer de mieux comprendre ce phénomène de résistance. Parce que ça, concrètement, aujourd'hui, on a très peu d'informations, on comprend très peu finalement à quoi correspond ce phénomène de résistance. Mais c'est une réalité. Et c'est ce qui alimente aussi, je disais tout à l'heure, potentiellement la réticence des personnes à se soigner parce qu'elles ont peut-être déjà eu des expériences de soins, et si elles ont eu des expériences de soins, il est probable qu'elles aient eu des expériences de soins non contributives, voire négatives, parce que ce n'est pas parce qu'un médicament ne marche pas qu'il n'a pas d'effet indésirable. On peut en plus avoir, je dirais, une expérience négative, on ne va pas mieux et on va même plus mal parce que les médicaments ou la psychothérapie rajoutent des manifestations, des problèmes. Donc ça, c'est un vrai problème, et ce n'est pas un problème qui concerne, donc, comme vous l'avez vu, 30% de 18% de la population, ça fait un paquet de monde en fait, en France.
Et là aussi, ce n'est pas forcément, quand on parle de dépression résistante, des dépressions très graves. Je le disais tout à l'heure, ça peut être des dépressions d'intensité légère. Ça peut être des dépressions d'intensité modérée, ça peut être des dépressions récurrentes, mais ça peut être aussi des dépressions chroniques. Et je suis statistiquement, enfin, vous connaissez des personnes qui souffrent de dépression, qui résistent, qui évoluent sur le long terme. Vous avez forcément des personnes comme ça dans votre entourage que vous ne voyez plus revenir au travail depuis plusieurs années, mais qui sont quand même capables. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles sont cloîtrées au fond du lit ou qu'elles sont forcément hospitalisées dans un service de soins de recours comme le mien. C'est des gens qui peuvent être chez elles, qui peuvent avoir quand même un peu de vie de famille ou qui peuvent quand même un peu travailler. Mais la dépression persiste et elle ne répond pas aux soins. Et ça, c'est un vrai enjeu en termes de soins. Alors, bon, il y a des petites choses que peuvent faire les médecins, c'est avant tout, et c'est pas si facile que ça malheureusement, c'est de s'assurer qu'on est dans le bon cadre de soins. C'est-à-dire qu'on a bien compris la nature de la maladie, parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment pas simple. Quelqu'un qui souffre d'un état de dépression, d'un syndrome de dépression, on peut se dire, oui, c'est une maladie dépressive, mais peut-être qu'on se trompe. Et c'est ce sur quoi je vais insister, et notamment, peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est une maladie bipolaire. Je vais avancer un peu vite pour aller ensuite sur la maladie bipolaire. Vous comprendrez que la maladie bipolaire, c'est un état de dépression. Et ce n'est pas les mêmes soins. Et si les soins ne marchent pas, c'est peut-être qu'on s'est trompé de diagnostic, et c'est pour ça que les médicaments ne marchent pas. Et c'est là où c'est terrible, c'est que dans la maladie bipolaire, en plus, les antidépresseurs, ça peut aggraver la dépression. Ça peut rendre une dépression chronique. Et malheureusement, le diagnostic, il est compliqué. Donc, cette question du diagnostic, on se la repose sans cesse. Quand un soin ne marche pas, la première question, c'est est-ce qu'on a le bon diagnostic? Non pas le bon diagnostic d'état dépressif, mais le bon diagnostic de maladie sous-jacente à cet état dépressif. Et puis après, il y a d'autres problématiques. Il y a des comorbidités. Par exemple, les gens qui respirent mal la nuit parce qu'ils ont un syndrome d'apnée du sommeil, c'est un problème. Ça peut rendre résistant au traitement antidépresseur. Par contre, on ne s'en rend pas compte, surtout si c'est une personne qui vit seule. Donc, il y a des examens à faire, il y a des carences aussi en vitamines comme ça. Donc, voilà, il y a des bilans à faire d'une certaine façon quand les soins ne sont pas efficaces pour aller rechercher des facteurs de résistance qui sont bien connus. Et puis, il y a un autre aspect que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est qu'un soin peut ne pas marcher s'il n'est pas fait correctement. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est environ 50% des personnes. Alors, ce n'est pas spécifique du tout à la dépression, ce n'est pas spécifique non plus aux maladies psychiatriques chroniques, c'est vrai pour toutes les maladies chroniques. 50% des personnes qui doivent suivre un traitement au-delà de 15 jours ne vont pas le suivre correctement. Pour différentes raisons, les effets indésirables, les contraintes au quotidien, les croyances, mais ça, c'est une réalité. Donc, la question de l'observance aux soins qui sont prescrits, quand on parle de résistance, c'est un enjeu qui est fondamental. Donc, ça fait partie des questions auxquelles il faut penser et sur lesquelles il faut travailler. Il ne faut pas se contenter de dire c'est la faute de la personne, elle ne prend pas son traitement. Ce n'est pas du tout ça quand je dis ça. C'est comprendre, s'intéresser à la problématique et déjà poser la question. Est-ce que c'est un traitement qui vous pose problème? Est-ce que vous arrivez à le prendre régulièrement? Est-ce que ça vous arrive de l'oublier? Comment ça se passe? Voilà. Il y a tout un champ et ça prend du temps aussi. C'est des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, progresser avec les personnes si on aborde le sujet. Mais c'est un sujet qui existe et j'allais dire, c'est presque la règle. 50% des personnes, c'est quasiment la règle, en fait. Alors, voilà, ça, on va parler de pseudo-résistance dans ces cas-là, mais c'est une vraie problématique dans les soins et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on va vraiment considérer. Après, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais voilà, on a des stratégies dans l'organisation des soins et dans la progression des soins qu'on va proposer pour faire face à cette résistance. J'ai parlé de deux grands types de soins que sont certaines techniques de psychothérapie et les traitements médicamenteux. Ce qu'il faut savoir quand on tombe dans la situation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, où quelle que soit la stratégie ou l'association de soins qu'on propose, on a moins de 10% de chances de fonctionner, on a d'autres techniques de soins qui, elles, restent efficaces. C'est des techniques qui sont un peu différentes et qui ne peuvent pas se mettre en œuvre comme ça, forcément à domicile, quoique. Mais c'est des techniques qu'il est important de connaître. Et c'est avant tout les techniques de stimulation cérébrale. Je vous l'ai dit, dans la dépression, dans la maladie dépressive, c'est le cerveau qui est malade. Le cerveau, c'est exactement comme le cœur. C'est un organe qu'on peut soigner de trois façons. On peut donner des médicaments, on peut faire du réentraînement. Pour le cœur, ça va être le réentraînement physique. Quelqu'un qui a fait un infarctus, dans ses soins impératifs, il va avoir un réentraînement physique. On va dire que l'équivalent pour le cerveau, c'est la psychothérapie. Et puis, il y a une troisième façon, on peut faire des stimulations. Le cerveau, comme le cœur, sont des organes qui utilisent énormément l'électricité pour fonctionner.
Ça utilise aussi des molécules, donc on va dire de la chimie. Et c'est comme ça que les médicaments marchent. C'est en perturbant finalement le fonctionnement chimique du cerveau qu'on va induire des effets thérapeutiques avec les médicaments. C'est en modifiant le fonctionnement à travers, d'une certaine façon, une rééducation en faisant de la psychothérapie qu'on va soigner le cerveau, mais on peut aussi soigner le cerveau en allant stimuler dans les zones où ils sont malades, avec pas n'importe quel type de stimulation, mais des stimulations qui ont pour point commun de modifier le fonctionnement électrique. Ça, il y a une technique, alors il y a différentes techniques de stimulation, il y a une technique qui est reconnue, établie, il y a différentes techniques qui sont des techniques plus de recherche sur lesquelles je ne rentrerai pas là dans le cadre de ma présentation. Si vous avez des questions à ce sujet-là, j'y répondrai volontiers. Il y a une technique qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie, qui est une technique qui est issue de ce qu'on appelait les électrochocs, qui ne sont pas les électrochocs. C'est une technique de stimulation cérébrale, c'est-à-dire qu'on va utiliser un stimulus électrique à un endroit précis du cerveau pour soigner. Et ça, c'est un soin qui est redoutable d'efficacité. Redoutable d'efficacité dans deux types de situations. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une forme particulière de dépression qui était un petit peu particulière, qu'on continue à garder, c'est ce qu'on appelle la mélancolie. C'est souvent les dépressions les plus sévères pour lesquelles il y a plus de risques de suicide, et dans ces formes bien particulières, alors que les techniques de soins, on va dire conventionnelles, que j'ai évoquées jusque-là, sont efficaces. Si on n'est pas en situation de résistance, ça va être efficace avec un peu de chance, une chance sur deux. Dans ces situations-là, les ECT sont efficaces à plus de 90%. Et je parle de guérison, je ne parle pas d'amélioration, encore une fois. Et puis, dans une deuxième indication, en situation de résistance, alors que, quelle que soit finalement la combinaison de soins médicamenteux, psychothérapiques qu'on puisse proposer, on est globalement sur un ordre d'efficacité de 10%. Les ECT sont efficaces dans 50% des cas. Encore une fois, je parle de guérison. Donc, il y a un vrai décalage en termes d'efficacité. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y a un manque d'informations grand public, il y a un manque d'informations médicales, il y a un manque d'informations à vos niveaux aussi, puisque vous êtes nombreux à être des professionnels dans le champ de la santé mentale à ce niveau-là. Et donc, il est important que vous ayez connaissance de cette technique de soins et de son intérêt particulier dans ces deux situations-là. Quand c'est grave et que c'est urgent, ou quand c'est résistant aux soins habituels. Mais quand je parle d'être résistant, il ne faut pas attendre 15 ans non plus, quoi. Vous l'avez vu, au bout de 2 essais, l'efficacité, elle chute drastiquement. Donc, ça ne sert à rien d'attendre 1 an et d'essayer 5, 6, 7, 8, 9 traitements antidépresseurs pour envisager de changer de type de soins. Et ça peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas réservé qu'aux cas graves. On fait aussi des ECT à des personnes qui souffrent de dépression légère, mais qui ont un retentissement, c'est une maladie, ça les impacte, et ça peut leur permettre de guérir de cette maladie. Alors, très rapidement, donc je vous l'ai dit, le principe, c'est de faire une stimulation électrique. Ce n'est pas le courant qui sort du mur comme ça, c'est une stimulation qui est très contrôlée. On maîtrise tous les paramètres de cette stimulation-là. C'est une stimulation qui est très brève, qui dure 8 secondes généralement. Et elle ne se fait pas n'importe où. Vous voyez là, les électrodes, il y a 2 types de placements. Soit il faut se représenter, le cerveau il est au-dessus des yeux, en avant, il vient quasiment jusqu'à votre front. Et les parties qui sont malades, ce n'est pas n'importe où dans le cerveau, dans la dépression, elles sont particulièrement en avant, dans cette partie qui est un peu plus développée chez l'homme. Et donc, c'est plus particulièrement cette partie-là qu'on va les stimuler. L'inconvénient majeur de l'ECT qui fait qu'en pratique, c'est pas si simple à mettre en œuvre, c'est pas aussi simple à mettre en œuvre qu'un médicament ou qu'une psychothérapie, c'est que cette stimulation en avant du cerveau, elle est très proche de la zone qui contrôle les muscles. Et donc cette stimulation entraîne systématiquement, et c'est pour ça qu'on appelait ça électrochoc avant, c'est que ça génère une contraction musculaire qui est très forte, qui extérieurement ressemble à une crise d'épilepsie. Ça n'est pas une crise d'épilepsie. Mais qui extérieurement ressemble à une crise d'épilepsie, et les gens peuvent se blesser. Donc, pour éviter qu'ils se blessent, on leur passe un décontractant musculaire. Un décontractant musculaire réveillé, ce n'est pas très agréable parce qu'on n'est pas capable de bloquer juste les muscles moteurs, on bloque tous les muscles, y compris celui de la respiration. Donc, ça, ce n'est pas du tout agréable. Donc, on endort les gens pour les décontracter sur le plan musculaire. Ça permet aussi qu'ils respirent bien. Ils sont endormis 2 minutes, montre en main. Ce matin, je faisais des séances d'ECT, j'en ai fait 3 en 3 quarts d'heure. C'est-à-dire que les gens, le temps d'être endormis, réveillés, on a eu le temps de traiter 3 personnes en 3 quarts d'heure. D'habitude, on en fait plus, mais
passe le contexte. Donc, c'est un soin qui va vite, mais c'est un soin qui est quand même technique, qui nécessite notamment un plateau technique d'anesthésie générale. Donc, ça ne peut pas se faire n'importe où, forcément. Mais en soi, le soin est court. Il y a des inconvénients, il y a des effets indésirables aussi, notamment des effets indésirables mnésiques. Il y a des effets indésirables qui sont très limités immédiatement. Et pour vous représenter, je dirais, la gravité des effets indésirables, une des indications aussi de proposer des ECT, c'est aux personnes les plus vulnérables face aux médicaments, aux effets indésirables des médicaments, c'est les personnes très âgées. C'est-à-dire que c'est aussi, quand les gens ne sont pas en état de supporter les effets indésirables des médicaments, on leur propose de faire ce soin-là, parce que c'est mieux toléré. Donc, les effets indésirables existent, sont présents, peuvent poser problème, mais dans une mesure qui peut être moindre que ceux des médicaments. Après, concrètement, oui, il y a toute une organisation, et là aussi, la problématique majeure pour les ECT, c'est l'accessibilité, comme pour la psychothérapie. Si vous voulez avoir des ECT sur Grenoble, vous êtes obligé de venir me voir. Et on est capable de soigner, faire 30 références par semaine. Donc, on ne peut soigner qu'une quinzaine de personnes par semaine. Mais ça ne prend pas une semaine. Le principe thérapeutique, c'est de répéter des stimulations. En répétant les stimulations, généralement, une dizaine de séances vous permettent d'arriver à cet état de guérison. Mais comme avec les médicaments ou la psychothérapie, quand la personne a un état de guérison, s'il n'y a aucun autre soin qui marche, il faut poursuivre les ECT pour éviter que la dépression recommence et pour arriver déjà à cette première étape de guérison vraiment de l'épisode dépressif. Après, on parle de prévention, ça c'est autre chose. Et donc, on peut être amené à proposer ce soin par ECT pendant plusieurs mois. Jusqu'à l'état de guérison, on fait 2 séances par semaine. Une fois qu'on a atteint l'état de guérison, on va espacer progressivement, contrairement au traitement médicamenteux où on va poursuivre le traitement à la même posologie. Mais voilà, c'est un traitement qui souffre pour l'instant de l'accessibilité, encore un peu des problématiques d'image. Madame. Est-ce que vous pouvez redire parce que j'ai fait craquer la table en même temps? Les troubles mnésiques rétrogrades que vous signalez, c'est des troubles temporaires. Non. Alors, oui, pardon. Les troubles mnésiques antérogrades, c'est-à-dire qu'il y a 2 types de troubles de mémoire avec les ECT. Il y en a un qui est systématique, qui généralement est relativement peu gênant, c'est qu'on va avoir un petit trou de mémoire autour de la séance d'ECT. Alors, il y a des gens qui ne l'ont pas du tout, c'est assez rare. Généralement, c'est quelques minutes. Typiquement, les gens vont se réveiller et dire « Ah, il ne s'est rien passé ». Si, vous avez été endormi, vous avez bien fait une stimulation. Les personnes les plus âgées sont un peu plus sensibles à cet effet-là et ça peut aller jusqu'à quelques heures parfois. Ça, on n'y peut rien. Après, les troubles mnésiques rétrogrades. Donc, troubles mnésiques antérogrades, c'est la mémoire qui se forme là. Troubles mnésiques rétrogrades, en fait, les ECT n'effacent pas les souvenirs, mais perturbent le chemin pour accéder aux souvenirs. Vous avez tous fait l'expérience de « j'ai un souvenir ». C'est fou, et puis quelqu'un vous fait une remarque comme « Tiens, souviens-toi, si, il y avait machin. » Ah oui, c'est vrai, je me souviens. On a réaccédé aux souvenirs, en fait. Les ECT, ça floute un peu ça. Ça, on a beaucoup progressé, parce que dans les techniques conventionnelles, ça pouvait arriver chez 30% des personnes, et effectivement, c'est temporaire, c'est pendant qu'on fait les ECT. L'accès aux souvenirs est perturbé. On a une évolution de l'endroit où on stimule et des caractéristiques de la stimulation qui ont fait qu'aujourd'hui, la technique qu'on propose provoque ces troubles mnésiques rétrogrades dans moins de 10% des personnes, chez moins de 10% des personnes. Donc, on a amélioré la technique d'un point de vue de la tolérance de ce point de vue. Est-ce qu'il y a du recul sur des effets à long terme? Est-ce qu'il y a suffisamment de... Alors oui, ça reste sur la technique qu'on appelle ECT, on a 40 ans de recul. Les électrochocs, on faisait des électrochocs avant ça. Alors, les électrochocs fait n'importe comment, ou ça a même été détourné de son usage. À un certain moment, ça a été utilisé pour faire du mal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé la technique qui venait d'être inventée pour faire du mal et tuer les gens. On a beaucoup de recul. Moi, j'ai des personnes qui ont plusieurs centaines de soins par ECT à leur actif parce que c'est le seul soin qui leur permet d'aller bien. On a aussi beaucoup de recul sur concrètement le cerveau. Alors je ne l'ai pas dit là aussi, mais c'est une maladie du cerveau. Le cerveau s'abîme quand on souffre de dépression, ça se voit. On fait une IRM, on voit le cerveau qui s'atrophie, alors pas autant que dans une maladie neurodégénérative, mais il s'atrophie quand même. Dès une première séance de CT, on voit chez des personnes qui bénéficient de ce soin une repousse du cerveau. Alors ça ne gonfle pas d'un coup comme ça, c'est très petit, très limité comme effet, mais sur des IRM de recherche très très précises, on voit un effet de neuroplasticité, c'est-à-dire des réseaux neuronaux qui se remettent à être en forme, à être
vitale finalement. Et on va voir ensuite, ça on ne peut pas le faire chez l'homme, mais on peut le faire chez l'animal. Donc c'est des études qu'on a fait ici aussi. On voit qu'il y a une dynamique de nouvelles cellules, de cellules qui se connectent, qui se parlent entre elles, qui se fait dès les premières séances de CT et qui se maintient dans le temps. Donc ce n'est pas délétère, ça n'abîme pas le cerveau. Si on fait des bonnes stimulations, utiliser n'importe comment, l'électricité, ça peut aussi faire du mal. Mais c'est comme pour le cœur. On peut provoquer un arrêt cardiaque avec une stimulation électrique, mais on peut aussi, avec la stimulation électrique appropriée, permettre au cœur de refonctionner à un rythme normal ou de reprendre un rythme quand c'est arrêté. Donc tout dépend des caractéristiques. Oui. Alors moi, je voulais savoir si le port d'un pacemaker est une contre-indication absolue. Non, parce qu'on inactive le pacemaker juste le temps de la stimulation. Il n'y a pas... Ce que je vais dire est pas complètement vrai, mais il n'y a pas réellement de contre-indication absolue aux ECT. Il n'y en a qu'une qui est temporaire, c'est s'il y a un effet d'hyperpression dans la boîte crânienne. Un inconvénient de la boîte crânienne, c'est qu'elle est fermée. Donc, comme n'importe quel organe fermé, si on fait monter la pression dedans, ce qui est à l'intérieur va être comprimé et va mal le vivre. Donc, le cerveau vivra mal s'il y a une hypertension. Et si on fait une ECT, ça peut majorer ce phénomène-là et être dramatique. Mais ça, c'est un phénomène qui est temporaire. S'il y a une hypertension, s'il y a une augmentation de la pression intracrânienne, on va déterminer l'origine de l'augmentation, on va la soigner, puis on fera le soin. Donc, il y a plutôt des contre-indications temporaires aux ECT, plutôt d'ordre cérébral. Ça peut être d'ordre cardiaque, des problèmes d'hypertension artérielle qui ne sont pas contrôlés. Bon, on va mettre en place des soins adaptés et puis on arrivera à le faire. Donc, il n'y a pas véritablement de contre-indication absolue. Ok, alors, parce qu'il reste peu de temps, on a le droit de dépasser éventuellement un petit peu 30. Pour parler des troubles bipolaires, donc j'en ai déjà pas mal parlé finalement. Les troubles bipolaires, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi est-ce que c'est important de parler des troubles bipolaires quand on parle de syndrome dépressif ? Parce que les troubles bipolaires, en fait, c'est une maladie qui va s'exprimer par différents états. Des états bas qui globalement vont être des syndromes dépressifs, exactement ceux dont on vient de parler depuis le début. Et puis des états dits hauts qui vont être en fonction de leur intensité, ce qu'on appelle les états maniaques ou des états hypomaniaques. La problématique, pour aller un peu vite, c'est que c'est une maladie qui est assez fréquente et c'est surtout qui est elle aussi très récurrente. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de cette maladie vont souffrir d'épisodes dépressifs, d'épisodes maniaques et ça se répète. Ce n'est pas une fois dans la vie, malheureusement. Et quand on regarde du point de vue du médecin, finalement, c'est suffisamment fréquent parce qu'on ne considère pas que le nombre de personnes qui sont malades, on prend en compte aussi à combien de reprises ils vont être malades dans leur vie. Et finalement, du point de vue du médecin, qui voit une personne qui souffre d'un épisode dépressif, il y a quasiment autant de personnes du regard du médecin qui souffrent d'épisodes dépressifs en consultation liés à une maladie dépressive ou dite maladie unipolaire, que de personnes qui souffrent de syndrome dépressif lié à une maladie bipolaire. Donc c'est un problème qui est fréquent. Ça déjà, il faut l'avoir en tête parce que s'il y avait un décalage entre les deux maladies en termes de consultation, une est présente 999 fois, l'autre est présente qu'une fois sur 1000, bon, la question du diagnostic, elle serait un peu moins problématique. Mais du point de vue du médecin, en fait, la question du diagnostic en termes de fréquence, c'est quasiment des maladies qui sont aussi fréquentes quand on voit les personnes en consultation. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est qu'en termes de fréquence, c'est très fréquent. Déjà, la maladie bipolaire, elle commence le plus souvent par un épisode de dépression. Vous avez là, dans les différentes formes de maladie bipolaire, qui sont essentiellement distinguées par la façon dont s'exprime la phase haute, est-ce qu'elle est très intense ou pas. Et quel que soit finalement le type de maladie bipolaire, en bleu, c'est les personnes qui commencent par un premier épisode dépressif. En vert, c'est les personnes qui commencent par un premier épisode qui est de nature maniaque ou hypomaniaque. Vous voyez qu'en fait, 2/3 des gens commencent leur maladie bipolaire par un épisode de dépression. Donc, voilà, c'est fréquent. Et puis, en plus, ça commence par les problèmes de dépression. Et puis, une autre problématique, c'est que dans la durée, ensuite, quand le diagnostic est posé, qu'est-ce que les gens vivent ? Et donc là, c'est une étude, c'est une représentation sur 10 ans. À gauche, c'est les deux disques, ce sont dans les deux formes principales de maladie bipolaire. À gauche, le trouble bipolaire de type 1, à droite, le trouble bipolaire de type 2, mais à la limite, peu importe. Comme tout à l'heure, en bleu foncé, c'est quand les personnes se sentent en dépression, présentent des symptômes de dépression. En bleu clair, c'est quand elles ne ressentent aucun symptôme de maladie. En vert, c'est quand elles ressentent des symptômes de la lignée maniaque. Et puis en orange, c'est quand les deux sont un peu mélangés. Bon, alors,
heureusement, mais ça reste assez limité. Vous voyez, globalement, c'est 50% du temps passé sur 10 ans. Hein. Ce n'est pas pendant 3 semaines, c'est 50% du temps passé sur 10 ans sur de mémoire, les chiffres, enfin, c'était plusieurs milliers de personnes. Il n'y a que 50% du temps passé sans maladie. Et 30%, enfin, quand vous regardez le disque, passé avec des symptômes de dépression, et seulement 9% passé avec des symptômes maniaques pour les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Donc ces personnes-là, bon, si elles connaissent quelque chose, c'est surtout les symptômes de dépression. Les symptômes maniaques, sur 10 ans, elles les connaissent que 10% du temps. Donc c'est quand même pas si fréquent que ça déjà. Et puis si vous regardez sur celui de droite, je vous mets au pari, enfin, si vous n'avez pas dit qu'il y avait une couleur verte, de me dire qu'il y avait une couleur verte. Alors, vous voyez que le bleu foncé. Donc, les personnes qui souffrent de maladies bipolaires de type 2, elles ne connaissent que la dépression. Elles connaissent exceptionnellement ce qu'on appelle les phases hautes, dites hypomaniaques. Donc, leur parler déjà de maladie bipolaire, c'est compliqué parce que ce qu'elles connaissent, elles, c'est un syndrome dépressif, et c'est réellement un syndrome dépressif. Hein. Et d'où toute la question de l'éducation thérapeutique dans ce contexte-là, aussi, de bien comprendre, exactement dans la même démarche tout à l'heure, qu'une personne souffre d'un syndrome dépressif, elle vient et elle cherche des soins pour ça, ou elle demande des soins pour ça. Mais il y a une démarche médicale derrière de déterminer la nature de la maladie qui est sous-jacente à cet épisode, et si c'est une maladie bipolaire, de proposer des soins par rapport à cette maladie bipolaire. Donc voilà, ces aspects épidémiologiques qui sont importants à prendre en compte, parce que ça permet de comprendre pourquoi, déjà les personnes qui souffrent de maladies bipolaires, souvent elles ont du mal à reconnaître la maladie bipolaire, elles reconnaissent par contre sans trop de difficulté la maladie dépressive. Je dis sans trop de difficulté parce que ce n'est pas toujours si simple que ça, et la maladie bipolaire peut s'exprimer des fois par des masques qui sont un peu particuliers. Et là où les choses ont beaucoup changé, alors j'ai passé un peu rapidement là-dessus, mais globalement, comme je l'ai déjà dit, un psychiatre, même avec une bonne expérience, même quelqu'un de très très expérimenté, se trompera s'il doit faire le diagnostic que sur l'état de la personne qui est en état de dépression. On a beau avoir beaucoup de recul, ne faire que ça, on se plante. Enfin, moi, je me plante très régulièrement. Enfin, je fais pourtant que ça de ma vie depuis 15 ans, enfin que ça de ma vie professionnelle depuis 15 ans. Je me trompe, et tous les psychiatres, c'est pareil. Et on n'a aucun élément, là aussi en termes de prise de sang, en termes d'imagerie, qui nous permettent, face à quelqu'un qui souffre d'un syndrome dépressif, de distinguer la maladie dépressive de la maladie bipolaire. On va être capable de distinguer la maladie thyroïdienne avec la prise de sang, on va être capable de distinguer une sclérose en plaques avec l'IRM, mais par contre, on ne distinguera pas la maladie bipolaire et la maladie unipolaire. On a maintenant des moyens qui sont des moyens probabilistes. En médecine, oui. Comment on va procéder? Vous vous trompez alors? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes trompé? Ce qui nous fait dire qu'on s'est trompé à coup sûr, c'est quand la personne va expérimenter l'autre phase de la maladie bipolaire, c'est-à-dire la phase d'exaltation. Quand elle va repérer, ou quand son entourage va repérer, ou quand le psychiatre va constater, ou le médecin ou le psychologue, va constater des symptômes maniaques. Là, on est sûr à ce moment-là qu'on s'est trompé. Mais parfois, il faut 40 ans pour se rendre compte qu'on s'est trompé. Moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées, elles avaient plus de 70 ans, elles étaient traitées pour des épisodes dépressifs récurrents depuis l'âge de 20 ans, et on s'est rendu compte de la maladie bipolaire à 70 ans passés. Et ça, c'est assez fréquent. Alors ça, quand je dis ça, je jette la pierre à personne, bien évidemment pas aux personnes qui souffrent de la maladie, ni non plus aux soignants. C'est très compliqué. On a aujourd'hui, donc on n'a toujours pas de marqueurs prédictifs, de marqueurs diagnostiques cette fois de maladie. Il y a beaucoup de recherches là aussi, mais ça n'a pas encore débouché sur des marqueurs qui peuvent être utilisés en pratique clinique. On a par contre des outils probabilistes qui nous permettent, en fonction du cours évolutif de la maladie, en fonction de certaines caractéristiques cliniques aussi, de pouvoir dire, bon là, cette personne souffre d'un syndrome dépressif, mais au vu de différents éléments que je peux constater, d'évolution de la maladie, des caractéristiques de la dépression, il est beaucoup plus probable que cette dépression soit liée à une maladie bipolaire, même si cette personne n'a jamais présenté de phase manique. Ça, c'est une petite révolution quand même, parce que systématiquement, sinon, sur un plan médicamenteux en tout cas, on proposait des antidépresseurs à quelqu'un qui souffrait d'un syndrome dépressif. Mais comme je vous l'ai dit, on se trompait du coup régulièrement. Et la problématique, c'est que ces médicaments antidépresseurs peuvent aggraver la dépression, peuvent
provoquer vraiment une aggravation de la dépression, peuvent provoquer une persistance de la dépression, peuvent provoquer une augmentation de la fréquence des épisodes dépressifs. Donc, c'était une vraie problématique. Donc, aujourd'hui, on a ces outils probabilistes qui nous permettent de pouvoir, même si la personne n'a jamais expérimenté de phase maniaque, de dire, bah, écoutez, le syndrome dépressif dont vous souffrez, il est très probablement lié à une maladie bipolaire, et donc les soins que je vais vous proposer sont les soins pour une maladie bipolaire, pour un syndrome dépressif. C'est ça qui est important ensuite dans l'éducation, c'est de bien dire, bah, je vous propose des soins pour un épisode de dépression, mais dans le cadre d'une maladie qui est liée à une maladie bipolaire. Et de ce point de vue-là, les soins sur un plan l'éducation thérapeutique, ils sont différents. Ce n'est pas la même maladie, donc on ne va pas expliquer la même chose aux personnes. Et puis les soins sur un plan médicamenteux, ils sont aussi différents, sans rentrer dans le détail. Ça ressemble, pas assez gros là, mais vous me croirez sur parole à ce que je vous présente, c'est les recommandations françaises, mais on retrouve la même chose dans toutes les recommandations d'autres sociétés psychiatriques internationales ou nationales. Les traitements antidépresseurs ne sont pas utilisés ni en première intention, ni jamais seuls pour quelqu'un qui souffre d'une dépression liée à une maladie bipolaire. Jamais seul, jamais. Encore une fois, ça va plutôt aggraver le problème plus qu'autre chose. Il y a des traitements, donc les médicaments qu'on utilise dans la maladie bipolaire, c'est des médicaments, on appelle ça des régulateurs de l'humeur ou des thymorégulateurs. Il y a des traitements spécifiques de la phase dépressive, et là aussi, on a vu apparaître là sur, moi ça fait une quinzaine d'années que j'exerce, il y a des nouveaux médicaments qui sont apparus, qui sont spécifiques de la phase dépressive, et on va utiliser ces médicaments-là en première intention pour soigner un épisode dépressif lié à la maladie bipolaire. Et puis, si ça ne marche pas, on va changer de régulateur. Et il y a, dans certains cas, parfois, on va proposer une association ponctuellement d'un traitement antidépresseur, mais uniquement dans certaines situations bien particulières, pour lesquelles on sait qu'on ne va pas prendre de risque avec le traitement antidépresseur, et on le fera toujours en association, on va dire sous protection d'un médicament régulateur de l'humeur à côté. Et ça, c'est des choses qui ont beaucoup changé. Si je vous montre des recommandations qui ont 20 ans, on utilisait les antidépresseurs en première intention. De ce point de vue-là, les connaissances médicales sur l'évolution de la maladie, sur l'impact des soins médicamenteux et en particulier des antidépresseurs dans la maladie bipolaire, on a beaucoup progressé sur les connaissances et on s'est rendu compte qu'on faisait mal. Et donc on a progressé, donc les recommandations professionnelles de ce point de vue-là ont évolué. Et donc aujourd'hui, et c'est ça qui est compliqué, quand on a des médicaments qu'on appelle antidépresseurs, qu'on dit à la personne, vous souffrez d'un syndrome dépressif, mais je ne vais pas vous donner d'antidépresseurs. Et donc ça, c'est des problèmes de sémantique, ça s'explique. C'est là où on fait de l'éducation thérapeutique aussi. Oui. L'utilisation d'un traitement antidépresseur ou un anti-régulateur, ça ne peut pas permettre justement de faire un diagnostic différentiel? Alors, non, parce que ça ne marche pas aussi bien que ça et ça ne révèle pas. Il vaut mieux avoir une démarche, on est quand même aujourd'hui suffisamment avancé pour arriver à avoir une démarche positive, c'est-à-dire à évoquer le diagnostic de façon positive et non pas par défaut, même si c'est probabiliste. On a suffisamment avancé pour pouvoir faire ce diagnostic, même sans épisode maniaque, de façon probabiliste, dans une démarche positive et non pas à défaut. Il arrive parfois, mais c'est dans des cas de résistance aux antidépresseurs très importantes, qu'on fasse un traitement d'épreuve, parce que, je vous l'ai dit, une cause de résistance aux antidépresseurs, c'est de se tromper de diagnostic et que ce soit potentiellement une maladie bipolaire. Donc, ça arrive effectivement qu'on fasse, on va parler à ce moment-là de traitement d'épreuve, chez des gens qui ont été très résistants, on va arrêter tous les antidépresseurs et on va faire un traitement d'épreuve par traitement thymorégulateur. Néanmoins, ce n'est pas des traitements qui sont suffisamment puissants pour se dire, si on a fait l'essai d'un seul, c'est sûr, ce n'est pas non plus une maladie bipolaire. C'est pour ça que je dis, d'autant plus qu'on a avancé, la démarche, ça reste une démarche diagnostique positive et non pas par défaut. Par contre, du coup, c'est une démarche sur laquelle, comme je vous l'ai dit, même étant donné que c'est probabiliste, il y a quand même une marge d'erreur qui est possible. Et donc, c'est une question qu'il faut se poser régulièrement. À chaque fois qu'une personne représente un épisode dépressif, même si la fois d'avant, on n'avait pas retenu un diagnostic de maladie bipolaire, on avait proposé un traitement antidépresseur associé à une psychothérapie, si elle refait un épisode dépressif, ça vaut le coup de se reposer la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments nouveaux qui nous permettent de finalement penser qu'on s'était trompé et que c'est une maladie bipolaire et qu'il faut soigner? De la même façon qu'on va refaire un bilan biologique ou qu'on va refaire une image. Donc ça, voilà, clairement, les médecins de ce point de vue-là, sur un plan diagnostique,
ont des limites qui sont relativement importantes, qu'il faut connaître et qui ont un impact sur la stratégie thérapeutique qui est à proposer. Là, je pense sur un médecin généraliste qui n'est pas spécialisé forcément Non. dans les connaissances et les pratiques. Non, mais c'est Pas les difficultés non plus. dans ce contexte-là, il doit avoir un avis auprès d'un spécialiste psychiatre à ce moment-là. Face à un épisode dépressif qui recommence, face à un épisode dépressif qui n'évolue pas par rapport à des soins qui ont été bien conduits, encore une fois, qu'ils soient psychothérapiques ou médicamenteux, il doit avoir recours quand même à un avis psychiatrique. Ça ne veut pas dire que toute la prise en charge va être faite par le psychiatre. Il y a une vraie problématique en France de quand les psychiatres commencent à voir quelqu'un, ils n'arrêtent jamais de le voir, entre guillemets, qui rend difficile l'accès aux psychiatres, alors qu'on a énormément de psychiatres en France par rapport à d'autres pays. C'est un problème, l'accessibilité aux psychiatres aussi. Enfin, actuellement, sur Grenoble, j'ai beau avoir des passes droits auprès de mes collègues, quelqu'un qui sort d'hospitalisation pour le trouver un psychiatre, moi je galère. Et tous les jours, on a des appels, enfin des dizaines d'appels dans le service de personnes qui cherchent des psychiatres pour un suivi, pour des soins. Donc il y a un vrai problème aussi à ce niveau-là, et pourtant des psychiatres, il y en a. Bref, c'était... Mais donc voilà, il faut systématiquement en tout cas se reposer cette question. Ne pas hésiter pour le médecin généraliste, pour le psychologue, à renvoyer sur un avis ponctuel spécialisé à visée diagnostique. Voilà. Alors, bon, le temps est bien avancé. Enfin, pour aller un tout petit peu plus loin, finalement, la place des centres experts, c'est aussi pour ça, parce que même sur la vie psychiatrique, il peut y avoir besoin, je dirais, d'un avis complémentaire, d'un avis tiers. Pas parce qu'on est plus malin que les autres, mais parce que on se surspécialise sur ces questions de dépression résistante, de maladie bipolaire. S'il y a un centre expert dépression résistante d'un côté, il y a aussi le centre expert maladie bipolaire au même endroit, et c'est les mêmes psychiatres en fait qui font les deux. Donc c'est étroitement lié la prise en charge des syndromes dépressifs dans ces deux maladies-là. Et donc d'avoir un recours potentiel ou d'avoir, on va dire, un troisième agent dans la prise en charge qui n'évolue pas favorablement, c'est un peu ça l'objectif des centres experts, c'est d'apporter, on va dire, cette compétence, ce plus-là. Et puis, ce que je voulais évoquer aussi tout à l'heure, c'est aussi d'avancer dans la compréhension de ces maladies, dans la compréhension des soins, de leurs limites, de leur résistance. Et donc, c'est un objectif de constitution de cohortes. On a des cohortes maintenant qui commencent à être intéressantes. La cohorte de personnes souffrant de maladie bipolaire est quasiment à 4000 personnes. La cohorte de personnes souffrant de dépression résistante, elle compte plusieurs centaines de personnes aussi. Elle est plus jeune, si je peux dire. Donc, ça permet de mener des projets qui sont quand même un peu plus ambitieux pour avancer et comprendre, parce que, je vous l'ai dit, on a plein de manques, il manque plein d'informations, de compréhension, de soins qui pourraient permettre d'avancer dans la prise en charge de ces personnes. Voilà, donc en conclusion, vous l'avez compris, il y a une vraie problématique face à une personne qui souffre d'un syndrome dépressif autour du diagnostic, qui va impacter très directement la stratégie thérapeutique à mettre en place, qui va être, alors bien évidemment, il y a des recommandations, mais qui va s'adapter en fonction de la personne, avec les différents temps de la prise en charge, à visée curative, puis à visée préventive. Et puis, la recherche, on espère toujours de la recherche. Néanmoins, comme je vous le disais, si on regarde en arrière, sur la dernière quinzaine d'années, il y a eu une évolution très claire sur la compréhension au niveau diagnostique, avec des outils diagnostiques qui ont avancé. Et puis, il y a aussi une évolution dans la prise en charge thérapeutique. Et je pense aujourd'hui qu'on fait mieux quand même qu'il y a une quinzaine d'années. On ne fait pas parfaitement, on est loin de ça, malheureusement, et on a besoin de poursuivre et de s'améliorer. Mais on fait quand même mieux, je pense, qu'il y a une quinzaine d'années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Madame. Je ne suis pas sûre d'avoir vous avez expliqué que dans la maladie, la cancer, tout ça, oui. Sachant que certains traitements ce n'est pas dépressif, oui. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, non. Alors, les niveaux d'interaction sont complexes. La maladie dépressive peut, par rapport à la nature même de la maladie, par exemple, c'est une maladie, on ne se la représente peut-être pas forcément comme ça, mais c'est une maladie dans laquelle il y a un état inflammatoire qui n'est pas aussi élevé que dans des grandes maladies inflammatoires, mais il y a un état inflammatoire de bas grade, et donc ça peut aggraver l'évolution d'une autre maladie inflammatoire. Ça, c'est un premier aspect. Donc, il peut vraiment avoir une interaction, je dirais, biologique des maladies entre elles. C'est un premier point. Ensuite, il peut avoir un impact de la dépression sur la capacité de la personne à se soigner. Les personnes ont moins d'énergie, moins d'envie, ne se sentent pas bien, se représentent
de façon pessimiste et donc vont moins bien se soigner pour leur diabète, pour leur hypertension artérielle. Donc ça, c'est un deuxième niveau d'interaction. Et puis, il peut avoir un niveau d'interaction médicamenteuse, mais les antidépresseurs n'aggravent pas d'autres maladies. Par contre, les antidépresseurs peuvent être pourvoyeurs d'interactions médicamenteuses et rendre plus inefficaces certains traitements. On s'est par exemple rendu compte que certains antidépresseurs inactivaient certaines formes de chimiothérapie dans le cancer du sang. Bon, voilà, c'était important de s'en rendre compte parce que la personne qui souffre de cancer du sein qui prend un traitement antidépresseur au préalable, qui on commence un traitement antidépresseur parce que le cancer a déclenché, ça n'a pas été la cause, mais a déclenché un épisode dépressif co-occurrent s'il vient inactiver les soins par chimiothérapie, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, il y a des niveaux d'interaction qui sont à différents degrés. Après, les traitements dépressogènes, ils existent aussi, c'est-à-dire que les traitements qui induisent une dépression, et je parlais par exemple de l'hypertension artérielle, il y a certains traitements antihypertenseurs qui sont des traitements assez fortement dépressogènes. De le savoir quand on a quelqu'un face à soi qui souffre d'un syndrome dépressif, ça permet de discuter avec la personne, discuter avec son médecin généraliste, son cardiologue, de si on peut changer le traitement. Parce que potentiellement, ça peut être la cause en soi, ou pour quelqu'un qui souffrait déjà d'une maladie dépressive, ça peut être un facteur aggravant et de modifier le traitement si c'est possible, ça peut permettre une évolution favorable. Donc voilà, les niveaux d'interaction sont nombreux en fait et il faut tous les considérer. Monsieur. Moi, je voulais poser une question et donner aussi une information. Ma question, il y a une autre grande maladie psychiatrique, la schizophrénie. Ouais. Et souvent, on constate que des personnes qui souffrent de schizophrénie, notamment de l'année, font aussi des épisodes dépressifs, Ouais. même sévères. Et qu'en est-il, je dirais, on a parlé de la bipolarité de la dépression, de la distinguer. Et est-ce qu'il y a aussi des stratégies thérapeutiques particulières concernant ces états dépressifs? Chez les personnes souffrant de schizophrénie. Alors là, le diagnostic est moins compliqué que dans la maladie bipolaire parce que si on regarde l'histoire de la personne, on va arriver à retrouver généralement de façon beaucoup moins compliquée en tout cas, les manifestations de la schizophrénie. Donc la question diagnostique n'est pas trop problématique dans ce cadre-là. Non, il n'y a pas de stratégie différente de ce que je vous ai évoqué là. On va plutôt recourir au traitement antidépresseur dans le cadre d'une dépression qui est associée à une schizophrénie. Après, il y a certaines formes de schizophrénie qui sont associées à intrinsèquement, je dirais, à la schizophrénie, il y a des manifestations similaires à des épisodes dépressifs, et dans certaines formes, il faut aussi avoir des manifestations similaires à des états maniaques. Là, on rentre dans des choses qui sont un peu plus compliquées comme ça, et dans ce cadre-là, à ce moment-là, quand les deux sont associés, on va plutôt recourir au traitement antimodulateur. Mais là, on est vraiment, je dirais, sur des choses un peu pointues du côté du psychiatre sur le choix des médicaments. Donc, pour répondre synthétiquement, non, il n'y a pas une stratégie différente pour une personne qui souffre de schizophrénie et qui a un épisode dépressif qui vient se surajouter malheureusement. Concernant l'information que je voulais donner, il y a l'association de la femme, l'association des familles, des personnes qui ont des troubles psychiques, et la fondation Pierre Béniquier, il y a 2 mois, ils ont publié les travaux de l'Observatoire de la dépression. Il y a un sondage qui a été fait avec l'Institut CSA, et c'est assez intéressant de voir effectivement le constat du retard de la prise en charge de la dépression en France aujourd'hui. Mais nous concernant ici au Isère à la femme, on a été interpellé par le point suivant. L'étude met en évidence que pour les patients, le silence s'ajoute à la souffrance psychique et la prise en charge insuffisante. On ne parle pas assez, selon les patients, et eux-mêmes disent 46% ne parlent pas de la dépression, de leur maladie. Et c'est là où une femme a été interpellée. 62% des patients ont l'impression que leur maladie n'est pas comprise par leur entourage. C'est dans ce cadre-là qu'on a introduit cette année l'équivalent de l'éducation thérapeutique du patient pour l'entourage,
pour qu'ils, avec une journée de formation, pour qu'ils comprennent cette dépression si fréquente et si mal prise en charge, parce que je dirais, pour l'entourage, a un impact aussi. Donc, il y a une interaction mutuelle entre l'entourage et la personne malade. Et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, être formé et avoir de bonnes attitudes vis-à-vis de la personne malade. La prochaine séance qu'on va faire de cette journée de formation pour les familles, c'est dans environ 6 mois s'il y a des gens qui sont intéressés. On ouvre la liste. Ok. Madame, et puis ensuite Madame. Merci pour votre information. Je vous remercie aussi pour la exposé. J'avais plein de questions, mais je vais en regarder que deux. Sur la première, effectivement, vous avez parlé de la crise sanitaire. Alors, en fait, vous avez ça dans le domaine, parce que je travaille dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Il y a aujourd'hui plein d'articles qui sortent avec des choses un peu peut-être simplistes, certainement, en disant que le nombre de dépressions a doublé chez les salariés depuis début 2020. Je voulais savoir si vous aviez, c'est la première question, quelque chose à dire par rapport à ces annonces que l'on voit beaucoup paraître en ce moment. Et la deuxième question, mais très courte, c'était sur le. Vous dites que la dépression se voit sur les IRM. Qu'est-ce que, voilà, juste préciser un petit peu, qu'est-ce qu'on voit en fait. Et voilà, très rapidement. Donc, assez rapidement, sur les deux, il faut être assez pointilleux par rapport à la question de l'impact de la crise sanitaire. On voit beaucoup d'enquêtes épidémiologiques, de résultats d'enquêtes épidémiologiques qui donnent, bon, c'est normal dans les médias grand public, la méthodologie. Je vous l'ai dit, un syndrome dépressif, ce n'est pas des symptômes de dépression. Et malheureusement, il y a pas mal d'outils qui sont utilisés pour ces enquêtes épidémiologiques qui ne sont pas capables de distinguer, mais c'est normal, c'est des méthodes, quand on recueille des informations par téléphone, sur Internet, c'est des outils qui ne permettent pas de distinguer les symptômes de dépression d'un syndrome dépressif. Donc oui, il y a une explosion de la symptomatologie dépressive, sans pour autant, mais ça, je pense, il y a quand même des choses qui ont été bien conduites, notamment l'adresse a fait des enquêtes avec des outils qui permettent quand même de bien distinguer symptômes d'un syndrome dépressif. Il semble qu'il y ait une augmentation, mais qu'il ne soit pas dans la proportion qui est médiatisée. On parle d'une explosion, il y a une explosion de la souffrance, et dans cette souffrance psychique, on retrouve des manifestations de dépression, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est forcément un équivalent de maladie dépressive. Et juste pour répondre à votre deuxième question, on voit deux types de choses. Je l'ai évoqué, la dépression au niveau des structures qui sont les plus sensibles à cette neuroplasticité, qui sont très connectées avec d'autres et qui sont assez petites, on peut la voir, c'est-à-dire que c'est des structures qui s'atrophient, notamment au niveau de l'hippocampe, le volume se réduit. On peut même le voir avant que la maladie commence, typiquement chez les apparentés. C'est là où on voit le poids aussi parfois de la génétique, de l'environnement. Et puis on le voit évoluer avec les épisodes dépressifs, mais on le voit aussi évoluer favorablement avec les soins, que ce soit la psychothérapie, les médicaments ou les techniques par stimulation cérébrale permettent une neuroplasticité, une repousse, si je peux dire, du cerveau à ce niveau-là, avec très clairement une supériorité des ECT à ce niveau-là. Et puis un deuxième type de choses qu'on peut voir, c'est le cerveau fonctionnaire. Alors là, on est vraiment déjà sur des IRM standards, on voit si je dirais la personne qui lit l'IRM à l'œil un peu exercé, c'est des choses qu'on peut voir. Et ensuite, sur des IRM de recherche qui vont permettre de voir le fonctionnement du cerveau, soit à travers son métabolisme, soit vraiment sur son niveau d'activité. Donc ça, il y a différents outils qui permettent de regarder ça. On voit différentes choses en fonction de ce qu'on regarde, des réductions de métabolisme, des réductions de voies chimiques qui vont être moins fonctionnelles. Et là aussi, c'est des choses qu'on voit évoluer dans les différentes étapes des soins, avec les différents types de soins aussi. Donc voilà, on le voit de différentes façons sur le cerveau malade quand il souffre de dépression. Juste, M. Bardakis, peut-être laisser Madame poser sa question. Je voudrais savoir si les troubles obsessionnels compulsifs peuvent être assimilés à un symptôme dépressif, parce qu'ils sont traités aussi avec des antidépresseurs et des TCC. Non. Et les taux de résistance sont un peu similaires. Alors voilà, typiquement,
La question que vous soulevez, sans le savoir, c'est une fausse question et c'est uniquement un problème de sémantique. On ne traite pas les troubles obsessionnels compulsifs avec des antidépresseurs. On traite les troubles obsessionnels compulsifs avec une catégorie de médicaments qui ont un tropisme sérotoninergique et à très forte dose. Dans ces médicaments à très fort tropisme sérotoninergique et à très forte dose, on retrouve quasi exclusivement des antidépresseurs, ce qu'on appelle les antidépresseurs. Mais on ne les utilise pas du tout à une visée antidépressive, et on ne les utilise pas comme quand on les utilise dans la dépression à des posologies qui sont bien moins importantes. Et il y a du coup aussi, à contrario, beaucoup d'antidépresseurs qui n'ont pas ce fort tropisme sérotoninergique et qui par conséquent sont complètement inutiles dans le TOC. Voilà, c'est une autre occasion, enfin vous me donnez une occasion nouvelle de souligner l'importance de la sémantique malheureusement, et les médecins en sont grandement à l'origine. On a nommé des classes de médicaments qui vont mettre dedans. Ce qu'on appelle les antidépresseurs, c'est des médicaments qui ont des propriétés, donc on dit thymoanaleptique, c'est ce qui soigne un épisode dépressif, et cette propriété thymoanaleptique, c'est ce qui fout le bazar dans le trouble bipolaire. Ça a des propriétés anti-TOC pour certains, pardon. Ça a des propriétés anxiolytiques, ça a des propriétés antalgiques. Si vous souffrez de douleurs neuropathiques, par exemple liées au diabète, votre médecin généraliste ou le médecin de la douleur que vous verrez vous prescrira, et c'est certains types d'antidépresseurs, mais là, cette fois, à des faibles posologies, parce que des faibles posologies sont intéressantes, pas parce que vous souffrez de dépression, mais parce que vous souffrez de douleurs neuropathiques, et ces médicaments sont intéressants. Comme pour d'autres médicaments, ils ont différents effets thérapeutiques, différents effets indésirables aussi, et donc tout dépend de comment on les utilise et à quelle fin on les utilise. Et de la même façon, quand vous disiez pour la TCC, ce n'est pas la même TCC qu'on fait dans les TOC que la TCC qu'on fait dans la dépression. Et puis quand on dit TCC, en fait, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Il y a tellement de techniques de TCC qu'on peut regrouper sous le vocable TCC, qu'on parle de soins très, très différents. Quand on parle de TCC d'inspiration, qui s'inspire des techniques de méditation ou de thérapie comportementale, c'est des choses qui sont diamétralement opposées. C'est aussi différent qu'une psychanalyse et une thérapie comportementale. Donc voilà, le terme TCC aujourd'hui, il est complètement imprécis. Madame. Dans le cadre de la souffrance psychique, quand on est un petit peu en amont de la dépression, qu'est-ce qu'on peut proposer comme stratégie pour éviter d'arriver à la dépression? Alors, l'activité occupationnelle, est-ce que des coûts, là, on rentre dans une question qui est encore plus compliquée parce qu'elle va être très dépendante de la nature, de l'origine de la souffrance psychique et de la personne qui est face à soi. Donc, de vous faire une réponse qui fonctionnerait pour la plupart des gens, j'en suis incapable. C'est là où il faut rentrer plus dans le détail et il faut essayer aussi. Et très souvent, on essaye et puis ce qu'on propose ne va pas être très aidant et il ne faut pas hésiter à ce moment-là à changer. La première chose déjà, c'est d'aider la personne à se rendre compte qu'elle est en souffrance psychique. Ce qui est, je pense peut-être une porte ouverte aussi à ce niveau-là, mais les personnes qui sont en souffrance psychique sont parfois en difficulté pour arriver à l'identifier. Ils identifient parfois une souffrance physique, ils peuvent être parfois en difficulté pour reconnaître la nature de leur souffrance. Mais de vous faire une réponse générale, malheureusement, j'en serais incapable. Monsieur Barbetis, du coup, vous avez dit. Oui, ce qui intéresse la population due au Covid-19, l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure comporte quelques questions sur la situation avec la crise du Covid-19. Et je vous livre trois résultats. 14% des Français ont déjà eu des pensées suicidaires depuis le début de la crise sanitaire. Ça montre qu'il y a comme une augmentation de pensées suicidaires. Si je peux me permettre, M. Baroudakis, si vous dites juste ces 14% des Français, si vous ne dites pas combien il y en avait avant sur la même méthodologie, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une augmentation. Typiquement, c'est le genre de choses dont il faut se méfier. Est-ce qu'une enquête similaire a regardé de la même façon sur le même échantillon et a trouvé des chiffres différents? Ce que je constate, je considère qu'il y a une augmentation. Et 45% des malades considèrent que leur dépression s'est aggravée depuis le premier confinement. Et pour terminer, les professionnels de santé ont considéré que 85%, pas mieux,
ils ont vu le Covid augmenter le nombre de patients qui ont des les professionnels de santé ont ce sentiment-là maintenant. Voilà, enfin, je pense qu'il a un peu tôt, et là aussi, le niveau de lecture, d'interaction, enfin, sont tellement complexes qu'on est trop proche de ce qui se passe pour réellement en avoir une lecture. Ce qui ne veut pas dire, enfin, quand je dis ça, c'est pas pour dénier la souffrance, les pathologies, hein, mais c'est juste pour en avoir une analyse. Et là aussi, du niveau d'interaction et de savoir si c'est un niveau biologique. On parle de questions de Covid. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Et donc, les niveaux d'interaction sont très difficilement interprétables, je pense. On va devoir clore parce qu'on va arriver sur 14h et que je pense que vous avez tous aussi à faire. Mais un grand merci pour votre intervention qui était, j'ai trouvé très éclairante. Juste pour vous dire, on a fait un test d'enregistrement, donc si ça a fonctionné, on vous rediffusera l'enregistrement. Et puis du coup aussi le PowerPoint qui a été diffusé aujourd'hui via vos adresses mail que j'ai, donc je vous retransmettrai tout ça. Merci pour votre présence également. Et voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, peut-être, on a encore 3 minutes, mais je pense que… 2 minutes, parce que moi je consulte à 14h30. Donc… Alors, on va s'arrêter, c'est bien aussi. En 2 minutes, oui, mais… Moi, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que la psychiatrie est toujours aussi peur actuellement qu'il y a des années en arrière? Alors, toujours aussi peur, je ne connais pas